Passion MLB, le podcast, épisode numéro 23. Charles-Alexis Brisebois qui est là avec vous pour vous accompagner en ce jeudi soir post-date limite des transactions. Et cette semaine, vous constaterez, pour ceux qui nous écoutent en format vidéo, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, ou même en format vidéo sur Spotify, parce que c'est disponible quand on l'écoute sur Spotify en vidéo, vous constaterez qu'il n'y a pas Sébastien Berroir avec moi qui est en vacances cette semaine. On a remplacé par un frappeur suppléant. La semaine dernière, c'était Pascal Harvey qui est arrivé au bâton. Cette semaine, on en a sorti un autre, un frappeur de puissance. Il est capable de s'élancer pour les clôtures. Félix Forget. Quel numéro, Félix? Mettons que je t'appelle comme du monde, là. Ben écoute, en tant que fan de Derek Jeter, je dirais 2, mais écoute, en tant que. Il retirait avec les Yankees. Fait que je vais aller avec Ouais. 27. Je vais prendre le numéro à Giancarlo Stanton. Il n'y a plus de besoin. Tout le temps blessé de toute façon. Sinon, ce que tu pourrais faire, c'est prendre le numéro 13 parce que cette semaine, ça a super bien fonctionné. Le même K-Rod, non, je serais pas capable. Je serais pas capable. Non, man. Non. OK. Écoute, si tu veux pas saison junior, il y a pas de problème. Écoute, merci d'être là, Félix, avec moi pour discuter un petit peu date limite des transactions. C'est quand même, ça a été une drôle de date limite quand même. J'ai vu dans un texte de The Athletic, il y a, je sais pas si tu connais la stat, donc peut-être que je vais prendre flat foot, mais c'est mon but ici. Il y a un seul membre du match des étoiles 2024 qui a été échangé au cours de la date limite. Es-tu capable de me dire c'est qui? C'est Carlos Estevez. Non, il était pas au match des étoiles, Estevez. Non, mais c'est un releveur. T'es dans la bonne voie. C'est. Ah, c'est Tanner Scott. Tanner Scott. C'est Tanner Scott, exactement. Le gars connaît son baseball, voilà. Ouais. Tanner Scott, qui a été le seul membre du match des étoiles échangé dans les derniers jours à la date limite des transactions. Et il y a eu zéro espoir du top 100 de Baseball America qui a changé d'adresse. Drôle de date limite des transactions quand même. Puis, tu sais, tu étais avec moi, Félix, là, merci encore ailleurs pour ça, là, pour Passion MLB, mardi, lors de la date limite. On se tournait les pouces un peu là, en début d'après-midi. Là. Ça nous aurait pris un petit peu plus de transactions. Là. Ça a été, on sent qu'il y en a eu beaucoup dans les jours avant mardi. Tu as eu le Randy Rosarina, Josh Chisholm et tout. Tu as eu beaucoup de grosses transactions qui ont été faites avant, mais le jour même, on dirait que les DG ont comme tout dormi jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi, puis se sont réveillés après. Ils ont fait Hey, c'est vrai, il faudrait qu'on fasse 2-3 échanges. Puis ça s'est mis à bouger un peu en fin d'après-midi. Mais ouais, c'était bizarre parce que tu as quand même des noms intéressants qui ont bougé. Puis pour certains échanges, c'était des gros prix quand même, mais pas de gars du top 100 ou nécessairement. Fait que c'était vraiment une date limite des transactions bizarres dans ce sens-là où il y a eu des acheteurs, il y a eu beaucoup d'acheteurs, peu de vendeurs, et les vendeurs ont fait le gros prix là-dessus, mais n'ont pas Ouais. été capables nécessairement d'aller chez les espoirs du top 100, et ça, c'est quand même assez particulier quand tu regardes ça. On a quelques salutations pour ce début de show. On a Qwerty Iop là, qui est sur Twitter qui nous dit bonsoir. Et évidemment, classique. Mon père qui est à l'écoute. Mon père qui ne pouvait pas écouter la semaine passée aux Alouettes, mais là, les Alouettes jouent le vendredi. Ils jouent de toute façon sur la route, donc c'est pas un problème. Il peut nous écouter donc en direct cette fois-ci. Et là-dessus, Félix, ben, j'ai envie qu'on aille faire un petit tour chez les Blue Jays de Toronto, un club qui a retenu l'attention dans les derniers jours. Okay. Blue Jays. Dans la dernière semaine, Félix, les Blue Jays qui ont effectué 8 transactions. Donc, pour ceux qui ne les auraient pas nécessairement vues, ben, j'ai envie d'en glisser un petit mot. Yeri Garcia, qui est chez les Mariners de Seattle en échange de Jonathan Clase et Jacob Sharp. Deux noms qui sont quand même cool. D'ailleurs, réglons quelque chose tout de suite, Félix. Beaucoup de noms cool qui ont été acquis par les Blue Jays de On n'a Toronto. peut-être pas d'espoir de top 100, mais il y a des noms le fun. Non, c'est ça, exact. Je vais te nommer tous ceux qui ont été acquis, puis à la fin, la première question que je te pose, c'est quel ton nom préféré? Euh, Nate Pearson chez les Cubs de Chicago contre Josh Rivera et Yo Hendricks Pinango. Chez les Red Sox de Boston, en retour de Danny Jensen, Cutter Coffey, Edison Paulino et Gilberto Batista. Les Mariners ont acquis Justin Turner en retour de RJ Shrek. Il s'appelle Shrek. C'est sûr qu'il est au moins sur le podium parmi les noms les plus cool. Les Astros de Houston, la grosse transaction des Blue Jays en retour de Yusei Kikuchi, Jake Bloss, Joey Loperfido et Will Wagner, le fils de Billy, qui prennent le chemin de Toronto. Jay Harris, qui part du Minnesota dans la transaction Trevor Richards. Isaiah Kenner Falefa, moi je te le dis, c'est lui mon nom préféré, a rapporté de la part des Pirates l'espoir Charles McAdoo. Moi, je l'appelle McAdoo. Je pense qu'il faut que ça se prononce comme ça. Oui, ben Euh, certainement.
Et le seul qui est pas jeune, qui est un vrai gars établi dans le baseball majeur depuis quelques années, c'est Ryan Yarbrough qui a terrorisé les Blue Jays pendant tant d'années, qui part de Los Angeles dans la transaction Kevin Kiermaier. Donc, Félix, c'est quoi ton nom préféré dans tout ça? McAdoo, j'avoue que c'est pas pire, mais Coffee aussi pas pire. Pour elle, tu sais, je trouve que Ouais. c'est deux bons candidats. Il y a des dans le fun. Je pense que Russ Atkins s'est dit, gars, peut-être que ma job est un peu en danger, mais au moins, je vais avoir du fun avec les noms que je vais chercher. Puis il y en a là-dedans, c'est du calibre ligue majeure juste pour le nom. Juste pour le nom. Cutter Coffee, on dirait qu'on ne sait pas s'ils l'ont acquis des Bruins ou des Red Sox. Là, fait que ça, c'est intéressant. On dirait un nom d'hockey. Bref, tout ça pour dire 15 jeunes et un lanceur de relève, Ryan Yarbrough, ou du moins qui va manger certaines manches là, probablement dans l'emploi, qui débarque du côté de Toronto. Une des questions qu'il faut se poser par rapport à ça, Félix, elle vient ici là, de Guillaume qui nous dit, considérant le job du DG de Toronto, est-ce que c'est suffisant pour qu'il conserve son emploi? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je pense qu'il a fait ce qui. Dans l'optique où il veut que son équipe soit compétitive en 2025, je pense que c'était la chose à faire. On a échangé surtout des joueurs qui étaient des joueurs de location. On a essayé de se mettre en dessous de la taxe de luxe, puis on a gardé quand même l'essentiel du noyau. Là, la question, d'après moi, ça va être plus au niveau philosophique. Est-ce que les Jays veulent peut-être prendre un plus gros pas vers l'arrière, puis attendre, pas nécessairement être compétitif en 2025, mais essayer de reconstruire pour 2026, 2027, 2028? La grande question, selon moi, de l'avenir de Russell Atkins est liée à comment il va gérer les cas de Bo Bichette et de Vladimir Guerrero Jr., qui sont les deux Mhm. grandes questions à Toronto. Les deux vont être joueurs autonomes dans un petit peu plus d'un an maintenant. Les deux sont restés à Toronto dans une année où est-ce que les Jays ne feront pas les séries, à moins d'un retournement de situation qui serait digne d'un film sur les Aces de 2002. Mais je pense que ça va être le gros dossier de cet hiver. Je pense qu'on va laisser Russ Atkins gérer ces dossiers-là. Je pense pas qu'on va le congédier avant le début de la saison morte. Je pense qu'il va être là au début de l'an prochain, mais est-ce qu'il va être là à partir de 2026? C'est là que j'ai des gros doutes pour Russ Atkins. Moi, Guillaume, je pense que ta question se répond en deux points. J'ai pas nécessairement été aussi impressionné que tout le monde par le travail de Ross Atkins dans les dernières semaines. Ça exclut, ceci étant dit, la transaction Yusei Kikuchi, qui pour moi est un des deux gros vols de la date limite. L'autre, c'est Trevor Rogers là, qui a pris le chemin de Baltimore, un lanceur que Félix m'a qualifié de pas bon, en Non. retour de deux gros espoirs. Pour moi, ça, c'est les deux gros vols de cette date limite-là. Donc, chapeau à ça pour Ross Atkins. Le reste, je comprends qu'il n'y avait pas exactement juste des Ferrari à vendre, mais je n'ai pas nécessairement été impressionné par la qualité des espoirs qui sont débarqués. Il y a des beaux talents quand même. Je pense que Jonathan Classy est un joueur qui peut avoir un impact relativement rapidement. On riait tantôt avec Charles McAdoo, mais je pense que c'est un espoir qui a quand même beaucoup de potentiel aussi, un certain upside offensif, pourrait peut-être devenir un joueur de troisième but éventuellement. Mais sinon, tu sais, je pense pas nécessairement que Edison Paulino, puis Jacob Sharp, puis que Jay Harry, ça va tout devenir tu sais, des grands joueurs de l'organisation des Blue Jays. Peut-être que je me trompe, évidemment, mais j'ai pas été nécessairement impressionné par son travail, mais je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire dans les circonstances. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est pourquoi il s'est placé dans cette position-là. C'est parce qu'il a construit un club qui n'a pas été du tout capable de compétitionner. J'ai l'impression que chez les Blue Jays, on va le ramener pareil parce que le plan est de compétitionner en 2025. Ceci étant dit, je pense pas nécessairement que c'est la chose à faire. Juste une petite parenthèse, Félix. Olivier s'est joint au débat et de son côté, son ce qui est, écoute, très légitime. Là. Je ne sais pas si tu es un père de Olivier, mais ça se peut que oui, tu écoutes un peu Shrek ou que ce soit un petit peu dans ta tête, mais non, c'est vraiment pas un vilain nom à avoir comme nom préféré. Même si c'est pas Charles McAdoo. Euh, Félix, on a parlé un petit peu là, brièvement, mais on va en parler plus en profondeur. Transaction UC Kikuchi. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé en direct sur les réseaux sociaux, rapidement, on a compris que Jake Bloss faisait partie de cette transaction-là parce que Jim Bowden en avait parlé. Il avait dit, écoute, le Yusei Kikuchi s'enligne vers Houston, Jake Bloss va faire partie du recours. Dès ce moment-là, tu regardes le profil du joueur. C'est un gars qui a été repêché en 2023, s'enlignait pour lancer contre Paul Skeens ce soir-là, un autre joueur qui a été repêché en 2023, qui est déjà dans les majeurs. Attention, c'est pas Paul Skeens là, qui sont allés chercher, on s'entend là-dessus. Mais c'est un gars quand même qui a une progression intéressante. Ne devrait pas être dans les majeurs présentement. Il l'était parce qu'il y avait beaucoup de blessés à Houston, puis la preuve, c'est qu'ils ont payé un prix de fou pour aller chercher Yusei Kikuchi. Mais c'est un gars qui a très, très bien performé dans le 3A. Déjà là, moi, je me disais, ben écoute, si c'est ça la transaction, Jake Bloss
contre Yusei Kikuchi. C'est une très bonne transaction de la part des Blue Jays. Là, on apprend qu'il y a deux autres espoirs qui s'ajoutent. On se dit, ben, écoute, probablement des espoirs de second plan rendus là. On comprend que Joey Loperfido, qui est un gars qui a de la puissance, qui est capable de bien jouer défensivement dans les coins du champ, qui est capable d'aller jouer au premier coussin aussi, un nom qui avait circulé quand même dans certaines rumeurs de transactions. Possiblement, même, on se disait, si Vladimir Guerrero Jr. prend la direction de Houston un jour, peut-être que Loperfido pourrait faire partie du retour. Comprend qu'il est dans cette transaction-là et t'ajoutes un Will Wagner qui n'est pas nécessairement le plus grand des espoirs, mais c'est un gars qui frappe pour 300 dans le 3. Fait que c'est quand même un espoir qui est légitime. Compte tenu de tout ce retour-là, difficile de ne pas dire que les Blue Jays ont complètement volé les Astros là-dessus. Puis les partisans des Astros, autant il y avait un lanceur partant, ce dont il y avait cruellement besoin, pas exactement des clients satisfaits en ce moment du travail de Dana Brown. Non, puis tu dis James Click, qui était l'ancien directeur général à Houston, qui est rendu dans l'état-major à Toronto. Tu vas dire, lui, il a compris comment ça marche, de savoir ce qu'il y avait là-bas, puis il s'est dit, tu sais quoi, je vais ramener du monde, puis je vais faire une faveur à mon ancienne équipe, ou pas. Peut-être que je vais aller les voler complètement, dans leur chercher leurs gros espoirs. On sait les Astros qui sont bons depuis tellement d'années, commencent à avoir une pépinière d'espoir qui n'est pas ce qu'elle a déjà été. On est loin de l'époque où tu avais des Carlos Correa, Alex Bregman et tout dans le système, donc le bassin d'espoir est déjà moins fort. Et là, on en donne deux de très grande qualité, même trois si on ajoute Wagner, pour aller chercher Kikuchi, qui est vraiment ordinaire depuis quelques départs. Puis je comprends que ça prenait un lanceur et tout, fallait être agressif et tout, mais est-ce que c'était vraiment On a payé très très cher pour Kikuchi. À ce prix-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un Jack Flaherty ou quelque chose? C'est la question qui doit se poser, surtout que les Dodgers ont payé peut-être 2,50 à peu près pour avoir Jack Flaherty, ont presque rien donné pour. Tu regardes ça, tu dis donner pour un gars qui est un joueur de location, qui est très ordinaire depuis quelques semaines et qui, l'année passée, sa première année à Toronto était épouvantable. Dire qu'à ce moment-là, certains se disaient peut-être qu'il faut que Kikuchi débarque après un an et demi plus tard, se remet quand même malgré quelques départs difficiles récemment et rapporte ce pacte-là de jeunes joueurs à Toronto. C'est impressionnant. Et pour ça, je pense qu'il faut donner du crédit aux Jays qui n'ont pas abandonné ce Kikuchi et qui ont réussi à le transformer en un très bon retour. Mais tu dis ça, tu dis peut-être que les Astros sentent vraiment la pression. On se dit, on veut maximiser cette fenêtre-là. Alex Bregman qui pourrait partir bientôt et tout. On va essayer de maximiser ça. Mais est-ce que Kikuchi, c'était vraiment la réponse à ça? J'ai hâte de voir. Peut-être qu'on a vu quelque chose dans Kikuchi qu'on n'avait pas vu chez les autres partants. Mais tu regardes ces 7 derniers départs, tu dis les Jays qui devaient l'échanger, un joueur de location, ramasser tout ça. Bravo. Chapeau à Russ Atkins pour ça. Une des transactions qui a été différente des autres, c'est celle qui a envoyé Kevin Kiermaier chez les Dodgers. La réponse est simple, c'est que on n'a pas été chercher un espoir. Il y a officiellement 14 espoirs qui ont été acquis. Loperfido n'est pas un espoir, mais écoute, il y a 38 matchs dans le baseball majeur. Permets-moi de le qualifier quand même d'espoir malgré tout. Le seul qui n'est pas jeune qu'on a été chercher, c'est Ryan Yarbrough. Pour aller, à un moment donné, il y a eu tellement de releveurs qui ont été changés, tu peux pas continuer de rappeler des Ryan Bird du 3A puis d'espérer que ça va fonctionner, là, même si tu n'as pas d'aspiration de victoire. Donc, ça te prenait un certain bras à aller chercher. Mais surtout, de se départir de Kevin Kiermaier, c'est gentil pour un vétéran en fin de carrière qui va avoir une chance d'aller chercher une bague. Deux, ça va laisser de la place. Tu sais, maintenant, Dalton Varsho, qui est excessivement capable de jouer au champ-centre, devient le joueur de champ-centre à temps plein. C'est Joey Loperfido qui va avoir une audition dans la gauche. Et moi, je pense qu'on voulait possiblement libérer une place aussi parce que Félix, je m'attends à ce que Jonathan Classé, qui a été obtenu contre Yimi Garcia, ait droit du temps de jeu aussi. Donc, certaines journées, là, même avec Justin Turner qui n'est pas là, tu peux dire, écoute, George Springer va être le frappeur de choix. On va placer Dalton Varsho dans le centre. Puis à sa gauche, à sa droite, il va avoir Loperfido puis il va avoir Classé. C'est le genre de test que les Blue Jays peuvent tenter parce que Classé, c'est un drôle de mix quand même. L'année passée, dans les mineurs, 79 buts volés, 20 circuits. Donc, c'est de la puissance, c'est de la vitesse. C'est loin d'être un vilain espoir, le classique. Loin de ça, puis c'est un gars qui est très très bon défensivement. Tu sais, là, tu as Dalton Varsho qui est possiblement un des meilleurs joueurs défensifs, sinon peut-être le meilleur joueur défensif des majeurs. Évidemment, tu vas le mettre au centre parce que ce gars-là peut te gagner des matchs à lui tout seul avec son gant. Mais Jonathan Classé peut se débrouiller dans le champ-centre et tout. Puis t'es pas mal pris de mettre ce gars-là dans un des deux coins qui va très bien faire la job et tout. Puis il va amener justement cet élément de vitesse-là et tout. Il y a des questions au niveau peut-être de son coup de bâton. La moyenne qui n'est pas super bonne depuis ses débuts dans les majeurs cette année, mais encore là, l'échantillon est très très mince. On ne peut pas dire que c'est qui est un mauvais frappeur juste parce qu'il a joué une vingtaine de mauvais matchs dans les majeurs. Il reste un frappeur ambidex, ajoute quand même un élément de frapper des deux côtés à Toronto.
Possiblement, idéalement, si tu es Toronto, tu aimerais ça que ce gars-là fasse partie du haut de ton alignement à l'avenir, peut-être premier frappeur ou à la limite, peut-être l'amener comme 7e, 8e, 9e, mais qu'il soit capable de contribuer avec sa vitesse et en défensive. S'il est juste capable d'être correct offensivement, ça va te faire une très, très belle ressource que tu peux utiliser dans ton alignement. Puis je pense moi aussi qu'on veut lui donner une chance de se prouver dans les majeurs cette année. On a beau avoir eu beaucoup d'espoir, on a échangé beaucoup de monde. Il y a des trous à combler, tu l'as dit, et je pense que Classé fait partie de ces gars-là qui sont un peu plus proches des majeurs, un peu comme Loper Fido. Et je pense qu'on va voir ces gars-là dans les majeurs jouer beaucoup de matchs à la fin de la saison à Toronto. C'est le genre de gars, tu le sais, à tort ou à raison, cette équipe-là veut essayer de compétitionner en 2025. J'ai l'impression que c'est à tort, mais bref. On a besoin de ces jeunes-là qui vont pousser. Un de ceux qui va avoir le plus de chance, c'est Jake Bloss, évidemment, mais tu sais, des gars comme Loper Fido, des gars comme Jonathan Classé, un gars comme Will Wagner aussi, tu sais, c'est des gars qui vont avoir leur chance en fin de saison, probablement. C'est tous des gars qui sont dans le 3A. Loper Fido est déjà dans le baseball majeur, mais tu sais, c'est tous des gars qui sont aux portes des majeurs, appelons-le comme ça. Au prochain camp d'entraînement, on va vouloir savoir un peu de quoi ils ont l'air. Donc, ça va être évidemment intéressant à suivre à ce niveau-là pour les Blue Jays. On a parlé, Félix, des gars qui ont été échangés. Parlons de ceux qui ne l'ont pas été, parce qu'il y a des histoires là aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, on a une question à ce niveau-là de Jean-Michel qui a posé il y a quelques minutes là, dans le chat. Trouvez-vous surprenant que les Blue Jays n'aient pas essayé de passer George Springer vu qu'il connaît ses meilleurs moments depuis 2 ans? Le club risque d'être pris avec le reste de son contrat pour un bout. Moi, j'ai l'impression que, Félix, si on essaye de compétitionner en 2025, on se dit que Springer peut être une ressource à ce niveau-là. Puis de toute façon, 25 millions de dollars par année pour encore 2 ans et demi, ça aurait pris beaucoup, 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 beaucoup d'argent retenu. Tant qu'à ça, aussi bien le garder. Donc, moi, j'ai l'impression que si la bonne offre avait été sur la table, oui, les Blue Jays l'auraient échangé, mais il n'y a personne qui aurait fait la bonne offre sur la table pour ce qu'on voit de George Springer en ce moment. C'est ça, je pense que peut-être, j'en avais parlé quand j'étais venu la dernière fois sur le show, peut-être que les Braves d'Atlanta, ils ont pensé brièvement quand Raul Acuna s'est blessé et tout, puis finalement, on a opté pour aller chercher Jorge Soler et essayer de reconstruire ce champ extérieur-là de 2021 qui avait gagné la Série mondiale. Mais tu sais, je pense que oui, George Springer connaît des bons moments, mais ça reste un gars qu'idéalement, tu ne veux plus faire jouer au centre. Idéalement, va être un voltigeur de coin, peut-être même un frappeur désigné. Payer le gros prix pour un gars qui, en ce moment, est sur une bonne séquence, mais qui a connu des premières semaines très difficiles et qui a encore 2 ans de contrat à gros prix, je pense qu'il y a peut-être moins d'intéressés qu'on peut penser. Peut-être l'an prochain, si les Jays sont encore difficiles, peut-être que là, ça devient un petit peu plus réaliste si Springer continue de très bien performer d'ici là. Mais même à ça, je pense que les Jays ils gagnent tellement d'argent Springer à ce compte-là que, à moins qu'on abandonne l'année prochaine pour 2025 et 2026, je pense que George Springer va rester à Toronto jusqu'à la fin de son contrat. Puis, tu sais, il y a des liens quand même intéressants à faire. C'est vrai que tu avais mentionné les Braves d'Atlanta. Tu sais, ils ont été chercher Jorge Soler, qui est un ancien MVP de la Série mondiale, comme George Springer, qui est un gars qui gagne beaucoup d'argent pendant encore 2 ans et demi, comme George Springer. Fait tu sais, on comprend pourquoi ils sont allés chercher Soler au détriment de Springer. Mais clairement, Antopoulos, c'est un des seuls qui n'avait pas peur de faire un des moves comme ça. Est-ce que ça va lui rapporter? Probablement, j'ai envie de te dire probablement, parce que tout ce que Alex Antopoulos touche a l'air de se transformer en or là, depuis quelques années. Mais c'est le genre de transaction qu'on n'attendait pas. Donc, est-ce qu'il y a peut-être eu des tractations à ce niveau-là pour Springer? Peut-être, mais malgré tout, j'en doute, parce que, comme je te dis, tant qu'à aller dans cette voie-là, je pense que c'était peut-être mieux d'y aller avec Jorge Soler. Stéphane qui nous dit justement, personne n'aurait pris Springer avec son gros contrat, à moins que les Blue Jays payent une partie de son salaire. Je suis un petit peu là, de cet avis-là. Je veux qu'on parle un petit peu d'autres joueurs qui n'ont pas été échangés. Chris Bassett, qui avait probablement une moins bonne valeur que Yusei Kikuchi malgré l'année de contrôle de plus parce qu'il gagne plus d'argent, parce que c'est le genre de joueur que, tu sais, Kikuchi, à la limite, tu peux dire, hey, on peut l'amener en relève plus tard dans le match. Bassett, c'est un partenaire. On dirait que c'est un droitier, Kikuchi est un gaucher. On dirait qu'il y a plein d'aspects comme ça qui faisaient en sorte qu'il était peut-être moins échangeable. Par contre, que ça m'a un petit peu étonné quand même qu'il ne soit pas échangé et il n'a clairement pas été pour la raison simple, on veut essayer de gagner en 2025 du côté de Toronto, c'est Chad Green. Parce qu'au prix où les lanceurs de relève étaient, Félix, au cours des derniers jours, d'après moi, Ross Atkins y a au moins pensé. En même temps, ça y prenait quelqu'un pour lancer des manches, puis ça va y prendre un petit peu de stabilité pour 2025. Chad Green, qui est un bon releveur. Plus nécessairement le releveur qui était, mais il est encore très, très capable de faire le boulot. Ceci étant dit, je suis persuadé qu'on y a pensé quand même. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a au moins des équipes qui ont appelé. Comme à chaque année à la date limite, les équipes aspirantes veulent des bras, veulent des partants, veulent des releveurs.
chaque équipe peut avoir une amélioration dans l'enclos de releveur. C'est sûr qu'ils ont eu des appels pour lui. Mais tu l'as dit, on essaie de compétitionner en 2025. Peut-être que le prix qu'on avait pour Chad Green n'était pas satisfaisant au goût des Blue Jays pour un gars qui l'a montré cette année, peut encore contribuer en septième, en huitième, peut-être même en neuvième manche dans certaines occasions. Il y avait aussi peut-être son profil statistique qui laissait croire peut-être une régression qui s'en venait. Peut-être que ça fait peur à certaines équipes. Mais encore là, on sait qu'à date limite, c'est sûr qu'il y a des équipes qui ont appelé. Tous les releveurs du monde entier ont dû être contactés, savoir si est-ce que tu serais intéressé à donner ce releveur-là ou quelque chose. Mais je pense que on ne peut pas échanger tout le monde non plus. Je pense qu'on voulait garder peut-être 2-3 pièces. Puis je pense qu'on a échangé Amy Garcia, puis je pense qu'il fallait garder quand même des bras de qualité dans cet enclos-là à Toronto. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a gardé Chad Green au détriment, mettons, d'un gars comme Trevor Richards qui devient joueur autonome au terme de la saison. Garcia aussi qui devient joueur autonome au terme de la saison. Je pense qu'il fallait en garder un peu pour l'an prochain aussi, puis c'est pour ça qu'on a gardé Chad Green à Toronto. Quelques petits commentaires, Félix. David qui nous mentionne que Atkins a démontré à toute la MLB qu'il n'est pas l'homme de la situation. Il a échangé toutes ses acquisitions de l'hiver 2023-2024. Clairement, donc un désaveu là, envers le travail qu'il a fait parce qu'il n'a pas construit une bonne équipe. Guillaume qui nous rappelle que quand on parlait de Kikuchi tantôt, que l'an passé, c'était presque un DFA. Il y a 2 ans, c'était vraiment un lanceur qui était horrible, horrible, horrible. Il a été transféré en relève, on ne savait plus trop quoi faire avec lui. Puis finalement, il s'est très bien rattrapé. Denis qui nous mentionne que c'est très bon, même si Sébastien est absent. On va appeler ça l'effet Félix. Moi, d'après moi, c'est parce que Félix est là pour racheter mes affaires. Denis, d'ailleurs, qui souhaite bonne chance à Kevin Pillar, un des meilleurs voltigeurs défensifs qu'il a vu au cours de sa vie. Bon point, puis ceci dit ici de Jean-Michel, qui nous mentionne, quand on parlait de Jonathan Classic, qui est un bon voleur de but. Le gérant John Schneider, c'est pas monsieur vol de but non plus. Il faut dire qu'il n'y a pas toujours l'équipe pour commander des vols de but, mais peut-être qu'on ne pourra pas maximiser cette vitesse-là avec un classé parce que si le gérant ne demande pas de interdit à un certain point le nombre de buts, peut-être qu'on va limiter. Félix, un gars comme classé là, pour ce qui est du vol de but puis de sa très, très grande vitesse. Là. Je pense que tu l'as dit, les Jays n'ont jamais vraiment eu un joueur de la vitesse de Classic. Classic, c'est vraiment un gars qui est très, très rapide. Ceux qui ne le connaissent pas, là, vous allez apprendre à le connaître assez vite à Toronto. Ce gars-là a une fusée. Ces gens, c'est tellement rapide quand c'est bu. Puis je pense que veut pas, il va avoir sa part de but volé. On l'a vu, mettons, avec les Yankees, par exemple, qui sont pas nécessairement. Aaron Boone n'est pas un gars qui demande à ses gars de voler beaucoup de buts, par exemple. Mais des gars comme Anthony Volpe et là, Josh Chazon, veut pas, le nombre de buts volés va finir par augmenter parce que quand tu as les gars pour ça, tu vas finir par t'ajuster un peu. Puis peut-être qu'avec un autre gérant, Classé en volerait plus, mais je pense quand même qu'on va le voir voler une trentaine, quarantaine de buts assez facilement par année à Toronto. Peut-être même plus que ça si John Schneider ou son éventuel successeur lui donne un petit peu plus de louche. Je pense sa vitesse va quand même parler pour elle-même. Il y a quelques minutes, on a eu un commentaire entièrement d'accord avec toi, Félix, mais je l'ai vu par après, donc je ne sais pas pourquoi, mais Félix, sache que tu as un gars qui est de ton bord. On a, je veux juste pour répondre ici à Olivier, Chad Green, il nous dit Chad Green devient joueur autonome à la fin de la présente saison. Chad Green est sous contrôle, sous contrat avec l'équipe pour 2025 aussi, là, à 10,5 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Son contrat, à la fin de la dernière saison 2023, ils ont pris une option de 2 ans qui est incluse au contrat. Donc, il va être là en 2025. Là, il n'y aura pas le choix de revenir sur les termes de son contrat. Question intéressante ici de la part de Stéphane. Avec Loper Fido est classé comme voltigeur, Horwitz qui joue bien au deuxième but, ça a été une belle révélation sur cette année. Ça l'est encore, même si c'est plus difficile depuis quelques semaines. Et j'imagine que le temps de jeu de Davis Schneider va être affecté. Qu'en pensez-vous? Je pense que oui. Davis Schneider, ultimement, c'est une belle histoire. La moustache, c'est sympathique. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur de baseball. Ceci étant dit, si c'est un joueur de banc, c'est pas une vilaine chose non plus, Félix. Non, puis tu sais, c'est un gars quand même qui est polyvalent. Fait que tu sais, je pense qu'il va quand même être capable de se trouver certains moments pour jouer. Tu sais, sa polyvalence va l'aider. Il peut jouer un petit peu partout à l'avant-champ, il peut même dépanner au champ extérieur. Tu sais, je pense que c'est un gars qui va trouver ses opportunités pour jouer. Est-ce qu'il va jouer aussi régulièrement qu'avant? Je pense pas. Mais encore là, tu sais, est-ce que Classé, Loperfido vont jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps? Peut-être que ces gars-là vont aller jouer dans le 3 plus souvent qu'autrement. Ou, tu sais, il y a beaucoup de décisions à faire à Toronto. Puis je pense que cette polyvalence-là de Schneider va pouvoir l'aider. Son temps de jeu va être affecté, mais je pense quand même qu'on va le voir sur une base semi-régulière dans l'alignement des Jays d'ici la fin de la saison.
J'ai dit, Félix, que tu me corrigeais de mes erreurs, mais là, c'est Denis qui le fait. Apparemment, j'ai dit Filler au lieu de Kiermaier à un certain point. Denis, c'est le même gars. C'est le même gars. Les deux frappent pas, les deux sont bons ensemble, puis les deux vont prendre leur retraite à la fin de la saison. C'est le même gars, Denis. Je voulais jaser un petit peu de Vlad Guerrero Junior et de Beau Bichette. Deux joueurs qui sont pas passés proches de quitter. C'est pas étonnant dans l'optique où on veut gagner en 2025. Beau Bichette avait pas l'année pour être échangé non plus. Le gars de mauvaise saison. Il est sur la liste des blessés présentement. C'était pas impossible de l'échanger, mais disons que c'était improbable. Beau Bichette, on sent de plus en plus que ce gars-là, Félix, a absolument pas envie de rester à Toronto à long terme. Là, la question que tu te poses, c'est si on veut gagner en 2025, ben, t'as comme pas le choix de garder Bobichette, mais est-ce que tu veux vraiment le garder pour le perdre pour un choix compensatoire à la fin de la saison? Est-ce que tu le gardes en disant si on n'est pas dans la course, on l'échangera comme joueur de location l'an prochain à pareille date, là, donc dans 365 jours? Comment on gère le dossier Bobichette? Ça va être un gros morceau parce que lui, t'es sûr qu'il veut pas rester, là, du moins de ce qu'on comprend. Là. Ouais, tu sais, t'es pas mal sûr. Il y a peut-être une possibilité que les choses changent et tout, mais j'en doute. Je pense que Bobichette, dans 2 ans, va avoir un uniforme différent. Je pense que la dernière option que tu as nommée, c'est de devoir commencer l'année l'an prochain à Toronto et peut-être éventuellement être échangé à la date limite si les Jays sont hors de la course. Je pense que c'est le plus réaliste pour lui. Je pense que les Jays ont vraiment comme plan de gagner en 2025. Puis je pense pas que c'est cet hiver que ça va changer. En fait, la seule façon que je le vois bouger, c'est si les Jays ont une offre sur la table de transaction cet hiver où on obtient un autre gars du calibre de Bobichette, entre guillemets, ou à la limite un joueur qui est capable de se défendre dans les majeurs et qui va être un vrai contributeur offensif dans l'alignement. Est-ce qu'il y a une équipe qui va faire cette offre-là pour un gars comme Bobichette qui en a sa dernière année de contrat? J'en doute. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va le voir à Toronto pour commencer la prochaine saison et au moins jusqu'à la date limite. Mais c'est pour ça que j'écarte pas qu'ils ne finissent pas la prochaine saison à Toronto. Je pense que si les Jays sont encore un peu décevants l'an prochain, et je pense que c'est une réelle possibilité, là, il va y avoir beaucoup de discussions pour une transaction et je ne le vois absolument pas s'il y a une prolongation de contrat d'ici là. Donc, je pense qu'on va commencer dans un peu moins de un petit moins de 365 jours, là, on va commencer à s'imaginer Bobichette dans des nouveaux uniformes, regarder quelles équipes ont des trous à l'arrêt court et tout. Puis je pense que là, on va vraiment commencer à penser à échanger Bobichette à Toronto. Puis tu dis des trois à l'arrêt court, il y a peut-être des équipes qui vont vouloir aller le chercher au deuxième but. En fait, moi, si je suis une équipe qui a besoin d'aide au deuxième but, il y a probablement ce profil-là. Peut-être qu'éventuellement, sur le marché de l'autonomie, il fera comme son bon ami Marcus Semien qui a dit ça me dérange pas de jouer au deuxième but. Paye-moi comme un arrêt court. Ça se peut que ce soit le discours aussi de Bobichette. Là. On verra ce qu'il en est. Aux yeux de Denis, c'est terminé là, pour Bobichette à Toronto. On passe à Vladimir Guerrero Jr. Commentaire parfait à ce niveau-là de David. Vlad doit signer à long terme à Toronto. Il revient d'une fin de semaine de 3 matchs à Toronto et c'est incroyable comment il est le favori de la foule. On dirait qu'au début de la saison 2024, Félix, c'était deux joueurs au profil similaire, Guerrero et Bichette. C'était deux gars que tu dis, ah, je suis pas sûr qu'ils vont vouloir rester. Ah, ça a été un peu down là, récemment. Ah, est-ce qu'il faut les échanger ou pas? Là, il y a clairement une séparation. Vladimir Guerrero Jr. connaît probablement les meilleurs moments de sa carrière en ce moment. Il veut rester du côté de Toronto si la bonne offre est sur la table, évidemment, ce qui est vraiment pas garanti. Lui, dans ce cas-là, est-ce que tu te dis, ben écoute, on essaye de faire signer cet hiver un contrat à Vladimir Guerrero Jr., puis s'il veut rester, malgré tout ce qui s'en vient probablement, là, je veux dire, il n'est pas aveugle, là, il voit qu'il y a des chances que cette équipe-là ne soit pas bonne dans les prochaines années. S'il veut rester malgré tout, ben, construisons autour de lui, puis faisons-en le gars qui va permettre justement de continuer de vendre des billets à Toronto. Là. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois ou tu l'échangerais quand même? Ou... Je pense que tu n'as pas vraiment le choix de le garder. Lui, en tout cas, pour le début de la prochaine saison, c'est sûr et certain. Je pense pas que tu peux échanger ce gars-là cet hiver. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'il signe une prolongation de contrat cet hiver qu'il soit échangé. Est-ce que je suis convaincu qu'il va signer une prolongation de contrat? La question, c'est est-ce que les Jays vont vouloir le payer? Je pense que rendu là, la balle est dans le camp des Jays. C'est quoi le marché pour un gars comme Vlad? Je pense que le contrat de Pete Alonso va en dire beaucoup. Cet hiver, ouais. C'est pas exactement le même profil, mais tu sais, des gars de premier but qui frappent, qui sont connus surtout pour leur contribution offensive. Je pense que Vlad peut toucher plus d'argent que Pete Alonso, mais ça va vraiment être un dossier que les Jays vont surveiller de près. Ça va établir un certain marché quand même pour Vlad. Ça va donner un comparatif. Je pense qu'il va avoir de ça. Puis évidemment, tu sais, c'est un gars hyper populaire à Toronto. Ça a été le visage de la reconstruction des dernières années. Puis a été le meilleur frappeur de 2021 qui était dans la course pour l'MVP jusqu'à la toute fin. Tu sais, tu peux pas te permettre de laisser partir ce gars-là après tout ce qu'il a amené à ton organisation. Là, tu l'as dit, ça va super bien.
si on échange Vlad, c'est qu'on admet que tout ça était une grave erreur. Est-ce que Russ Atkins va vouloir admettre que toute cette ère-là, toute cette reconstruction-là a été une grave erreur sur toute la ligne? Je pense pas. Donc, je pense qu'on va pousser vraiment pour signer Vlad. Quitte à prendre un peu d'argent qu'on avait réservé pour Bichette, on met ça dans le compte de Vlad, puis ça pourrait y aller. Ça pourrait aider à faciliter une entente à long terme entre les deux. Signer à long terme un joueur de premier but, c'est jamais facile parce que tu veux pas nécessairement donner trop d'argent à un gars que il peut pas reculer. Tu sais, un joueur de troisième but qui a de la misère, mettons, prends Raphaël Devers. Raphaël Devers, ben, on le sait que dans une couple d'années, il s'en va comme joueur de premier but. Puis on le sait qu'il va finir son contrat comme frappeur de choix, puis c'est correct. Mais Vlad, tu peux pas le reculer plus que ça parce qu'il joue déjà quand même souvent comme frappeur de choix. Puis même si on le voit, il se débrouille bien au troisième but, ben, c'est quand même un joueur de premier but. Fait que, Ouais, à ce niveau-là, ça va être difficile, mais c'est, regarde, comme Stéphane l'a dit, Guerrero, c'est l'identité des Jays. C'est ça. Tu sais, exact. Denis qui nous mentionne, on peut pas y en vouloir présentement, c'est un des meilleurs frappeurs de la ligue. Même Pop qui se joint à la discussion puis qui nous dit le gars avec un OPS de 900 ou plus, le plus silencieux de la MLB. Tu sais, Totalement. c'est un gars qui a c'est un gars qui a des arguments, tu sais, pour aller chercher de l'argent à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte de voir là, ce que ça va donner pour la suite des choses. Félix, en terminant sur les Blue Jays, je trouve que la question de Martin est bonne ici. C'est quoi gagner en 2025 pour Toronto? Le club va avoir plusieurs joueurs qui vont tomber à agent libre à la fin de la saison. Et il y a quand même beaucoup de trous dans cette équipe-là. David nous le mentionne. Il doit se trouver un deuxième but, un troisième but, un nouvel arrêt court si on décide de se départir d'un gars comme Beau Bichette. Une des grosses priorités, outre le monticule, ça va être au poste de receveur. Parce que là, tu passes d'une équipe qui avait Gabriel Moreno, je ne me trompe pas, Gabriel Moreno était là, un certain Je point. pense, en tout cas, j'ai entendu parler entre les branches que j'ai été à Toronto. Okay. Danny Jensen a été là, Alan Kirk était là, et là, tu te retrouves avec Kirk. C'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Puis ça, c'est sans compter les blessures. Fait qu'à un certain point, écoute, on le dit, là, la priorité, ça va être le monticule, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça va te prendre un receveur. Je pense quand même que Kirk va être le partant l'an prochain parce que je ne sais pas à quel point tu peux t'améliorer à court Ah, en terme. effet. À la limite, peut-être qu'il ne sera pas partant pour. Peut-être qu'il va jouer genre 100 matchs puis l'autre va jouer 60, mais je pense pas que tu peux trouver un meilleur receveur partant que Kirk, même s'il connaît une saison difficile. Pour les Jays en 2025, la division est tellement relevée. Les Yankees vont toujours être bons. Les Orioles sont tellement jeunes, tellement bons. Puis on le voit, les Red Sox sont à prendre au sérieux. Puis est-ce que quelqu'un pense vraiment que les Rays sont morts jusqu'à temps que la saison soit finie? Cette division-là est tellement relevée que ça va être difficile de la gagner. Mais une fois rendu en série, tout peut arriver. On l'a vu l'an passé, les Diamondbacks qui sont arrivés à la toute fin et qui ont fini par se rendre en série mondiale. Je pense que pour les Jays, c'est de se rendre en série et d'essayer de faire le plus long bout de chemin possible. Je pense que les espoirs de série mondiale l'an prochain, c'est assez optimiste, peut-être même trop optimiste. Mais les séries, tu sais, maintenant, il y a tellement de lutte pour les séries, on le voit dans la nationale, où est-ce qu'il y aurait toutes les équipes sont encore dans la course, sauf les Marlins qui ont échangé le club au complet. Mais tu sais, il y a tellement d'équipes qui peuvent espérer se rendre, puis au moins être compétitif rendu en septembre à Toronto, ça va être le moins qu'on peut espérer. Surtout qu'on est vraiment all-in sur 2025 en ce moment. On ne peut pas se permettre d'arriver au mois de juillet, pas être compétitif, puis avoir, mettons, Vlad qui connaît une saison difficile au point où on n'a pas maximisé sa valeur. Ça ne peut pas arriver à Toronto. Ça, ce serait le pire échec qui peut arriver. Mais si on est compétitif en septembre, qu'on essaie de se battre pour une place en série, ça va être une saison 2025 qui va avoir été un succès, selon moi, pour Toronto. Mon père qui nous mentionne ici, il faut que Kirk soit challengé pour performer. Ça va prendre un A puis un B parce que, comme Ouais. tu dis, je pense pas que tu peux aller chercher nécessairement un jeune receveur d'avenir ou quoi que ce soit, ou un gars qui peut faire une différence à lui tout seul. Là, ça va prendre un espèce de tandem. Olivier qui nous mentionne peut-être que Varsho pourrait revenir jouer derrière le marbre. Je pense pas que c'est le plan des Blue Jays. Ça fonctionne bien pour lui défensivement au champ centre. La profondeur au champ est relativement mince. Fait je pense que de prendre Varsho et de l'amener comme receveur, je pense que ce serait de déshabiller Paul pour habiller Jean. Je sais pas si c'est ça l'expression. Là. Je vais t'avouer que j'ai dit deux noms génériques comme ça. Là, on comprend l'essence. Là, ce serait vraiment de créer un trou pour aller en combler un autre ailleurs. Je pense pas que c'est le plan des Blue Jays en ce moment. Denis qui ne comprend pas pourquoi Danny Jensen est parti. J'ai l'impression que c'est une question monétaire, ou à moins que vraiment il ne voulait pas jouer au Canada, ça c'est une possibilité. Là. Ça se peut que qu'il y a plusieurs Américains qui pensent comme ça.
Ceci étant dit, moi, je pense que c'est en est une question d'argent. Ben Nicholson-Smith là, de Sportsnet qui mentionnait qu'il y a eu une offre pluriannuelle sur sa table au camp d'entraînement. Il a choisi de la refuser. Donc, clairement, les Blue Jays ont compris que son avenir était ailleurs. Et Stéphane qui nous mentionne que si tu échanges Bichette, tu peux aller chercher 2 à 3 bons joueurs qui pourraient combler des lacunes si tu y pensé. C'est sûr que ça fait partie de la discussion, mais si tu veux gagner, ça te prend probablement un gars comme Beau Bichette. Donc, c'est le gros dilemme en ce moment, Stéphane, je te dirais, là, parmi la direction des Blue Jays. Félix, on a eu beaucoup de questions sur les Blue Jays. C'est le fun. Je veux qu'on parle aussi, ceci étant dit, de ce qui s'est passé ailleurs dans la MLB. Ailleurs dans le baseball majeur, je veux qu'on commence, Félix, peut-être avec les Yankees, qui ont été chercher quand même un bon joueur en Jazz Chisholm Jr., mais qui n'ont pas nécessairement bougé à la hauteur de tes attentes. Tu as pondu un papier en cette journée de date limite mardi sur le passionmlb.com que je vous invite à aller consulter, je ne l'ai pas devant moi, mais qui s'appelle quelque chose comme ce que Brian Cashman a fait est inacceptable. Est-ce que tu as dépompé, Félix? C'est ça la question. Es-tu encore rouge de colère ou tu te dis, ah mon Dieu, il y avait tellement rien à acheter qu'il y a bien des partisans de plusieurs équipes qui se sentent comme ça? Comment tu vois ça? Josh Chisholm est en train de me faire mentir à chaque fois qu'il se présente au bâton. Là. Ce gars-là est en train ce gars-là a fait une des meilleures premières impressions que tu peux faire avec ta Ouais, nouvelle ouais. équipe. Mais l'essence de mon texte, c'est pas nécessairement que les Yankees ont connu une mauvaise date limite. Parce que, tu sais, Josh Chisholm est venu. Veut pas, c'est peut-être le meilleur, sinon un des meilleurs frappeurs qui ont été échangés. Mark Leiter Jr., qui fait très bien depuis son arrivée, puis Aniel de Los Santos, qui est un projet intéressant en relève. On sait que les Yankees adorent ces projets-là. Matt Blake se met sur le projet, transforme un gars qui avait l'air d'un gars qui méritait d'aller dans le 3A, devient un super bon releveur. Les Yankees adorent ce genre de projet-là. La chose, par exemple, que j'ai moins aimé dans la philosophie des Yankees par rapport à ça, c'est ta dernière année assurée avec Juan Soto qui va devenir joueur autonome d'ici 2-3 mois. Aaron Judge et Garrett Cole ne rajeunissent pas. C'est quand même une naissance de ton noyau et les deux gars sont rendus dans la trentaine, approchent quasiment la mi-trentaine maintenant. Aaron Judge a beau être excellent, il ne sera pas excellent pour toujours. Tout était là pour que les Yankees soient vraiment all-in cette année. Il y avait des joueurs à aller chercher, il y avait des trous dans l'alignement, puis l'équipe était quand même bonne. Toutes les conditions étaient là et je les ai trouvés un petit peu trop passifs. Genre, encore là, j'ai acheté zone, excellente transaction, mais tu dis qu'un petit lanceur de partant de plus, un petit lanceur partant de plus, un releveur de plus ou un frappeur de plus aurait vraiment pu changer la donne. Puis pas de là échanger, mettons, Jason Dominguez ou même Spencer Jones, qui sont tes deux beaux espoirs, mais tu as d'autres espoirs. Les Padres l'ont bien montré. Ils ont donné 12 de leurs 15 meilleurs espoirs à cette date limite-là. C'est le genre de date limite que les Yankees auraient dû avoir. C'était l'occasion parfaite pour être agressif et on a été un peu trop prudent à mon goût. On a une bonne date limite dans cette année où tout ce qui n'était pas une excellente n'était pas satisfaisant. Et pour moi, c'est dans ce sens-là que ce que Brian Cashman a fait dans la catégorie quasiment de l'inacceptable par rapport à l'état des Yankees au cours des prochaines années. Jazz Chisholm Jr., ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui, depuis le début de sa carrière, jouait exclusivement dans la fameuse ligne de centre. Donc, on a commencé sa carrière à l'Areco. C'est plus un joueur d'Areco, on ne se fera pas de peur. Mais il a migré vers le deuxième coussin. Quand Luis Arraez s'est débarqué à Miami, on lui a dit, ben, mon homme, tu vas aller apprendre à jouer au champ centre. Et là, il s'est quand même bien débrouillé. Et à pied levé comme ça, arrive à New York, puis on dit, ouais, ça va nous prendre quelqu'un au troisième but, un autre au deuxième. Qui qu'on garde? On garde-tu Gleyber Torres au 2 ou est-ce qu'on met Josh Chisholm Jr. au 2 puis on envoie Torres au 3 ou on envoie Chisholm au 3? Donc, c'est les deux possibilités sur la table. Torres a annoncé ses couleurs en disant, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller jouer au troisième but. Je l'ai fait dans les mineurs, ça ne me tente pas. C'est son droit en tant que joueur autonome à venir dans les prochaines semaines. Il a le droit de dire ça. Puis de toute façon, si Aaron Boone veut l'envoyer au troisième, il n'y a pas de permission à lui demander. Mais quand même, de voir qu'il a annoncé ses couleurs comme ça versus un Josh Chisholm qui dit moi, j'ai jamais joué là, mais c'est correct. Si on peut gagner, si ça peut nous aider à gagner une série mondiale, je vais y aller. C'est de ça dont les Yankees avaient besoin. Puis Josh Chisholm Jr., c'est un gars qui arrive avec un certain caractère quand même. On sait que dans un monde, appelons-le conservateur, comme celui du baseball majeur, c'est pas toujours facile de voir des gars qui arrivent la casquette à l'envers puis qui font des bad flips pour à peu près n'importe quelle raison ou qui font des petits pas de danse quand on va sur les sentiers, peu importe. Josh Chisholm Jr. est comme ça, mais de voir comme ça, qui dit ouais, je vais y aller au troisième but puis je vais l'apprendre la position, ça montre quand même que ce gars-là a envie de gagner puis qu'il a envie d'acheter le plan d'Aaron Judge et de toutes ces vedettes-là.
Puis surtout que ça va bien pour le troisième but jusqu'à maintenant. Ça va bien. Les Yankees ont été le chercher parce qu'on avait confiance qu'elle allait être capable de faire la transition, sans dire qu'elle allait nécessairement la faire. On s'est dit, gars, au moins, si il faut qu'il la fasse, on est confiant qu'il va être capable de le faire. Et cette semaine, au stade des Phillies, ce gars-là avait l'air d'un gars qui était au troisième but depuis des années, était en total Ouais, contrôle sur ouais. la situation, a fait quelques petites erreurs, entre guillemets, mais tu sais, pour un gars qui apprend ça sur le tas, c'était vraiment Ben une oui. excellente performance. Puis tu regardes dans les dernières années, c'est pas la première fois que les Yankees font quelque chose comme ça. Il y a 2 ans, Oswaldo Cabrera, qui était un espoir à l'avant-champ de l'équipe, est arrivé dans les majeurs et on a fait ah, tu sais quoi, on n'a pas vraiment de place à l'avant-champ, mais on a une place au champ droit en ce moment. Il a fait tu sais quoi, je vais l'apprendre. Le champ droit, moi, il n'y a pas de problème. Il est allé au champ droit, il est devenu un joueur d'utilité en 2 semaines à peu près. Ce gars-là s'est mis à jouer partout. Champ gauche, premier but. C'est pas la première fois qu'on fait quelque chose comme ça chez les Yankees. On a confiance en notre personnel d'aider les joueurs à s'acclimater à leur nouvelle position. Et là, Josh Chisholm, on aimait les qualités athlétiques du joueur. On s'est dit peut-être que ça va fonctionner. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Il va avoir des moments plus difficiles. Veut pas, c'est quand même un nouveau joueur qui a pris une Ouais. position. Puis il va avoir des erreurs. Il va avoir des séquences difficiles. Mais de voir qu'il s'acclimate déjà bien et qu'il a surtout qu'il n'a pas hésité une seule seconde avant de lever la main pour dire moi, je vais y aller. Moi, ça ne me dérange pas. C'est ça que tu veux avec les Yankees. Puis, pour un gars qui a été critiqué pour son attitude depuis qu'il est arrivé dans le Bronx, rien à signaler par rapport à ça. Et l'exemple d'un coéquipier modèle, un peu comme Marcus Stroman, on avait des doutes par rapport à ça avant le début de la saison. Ah, ça avait mal fini avec Brian Cashman. Comment les deux vont être capables de s'endurer. Ça va super bien, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Fait que je pense que c'est un peu dans cette optique-là. On a fait confiance au leadership d'Aaron Judge et de Garrett Cole. On s'est dit, il y a peut-être que ce gars-là va être capable de rentrer dans le rang un peu, pas trop faire de folie, entre guillemets. Puis finalement, il s'est mis à faire ses folies, puis les fans des Yankees l'aiment déjà parce qu'il est lui-même et tout. Puis c'est un des meilleurs frappeurs qui a été échangé à la date limite, est un des seuls frappeurs qui peut vraiment changer un alignement qui ont été échangés. Et on le voit avec les Yankees. Ces 3 premiers matchs, ces 4 premiers matchs, en fait, 4 victoires pour les Yankees. C'est un couteau à double tranchant, cette transaction-là, parce que si ça fonctionne pas, ben, il est encore sous le contrôle pour 2 années. C'est un gars que ça peut, tu sais, si ça devient pesant, ça peut devenir pesant dans le Bronx. Ouais. Ceci étant dit, si ça continue comme ça, tu le sais comme moi, Félix, la victoire pardonne bien des éléments de baseball majeur. Donc, Ouais. si, il dansera tant qu'il veut les journées où il frappe 2 circuits dans une victoire des Yankees, il n'y en a pas de problème. Tout le monde, le stade à New York au complet va danser avec lui, il n'y en aura C'est pas de sûr. problème, mais il faut que le club gagne. Ça va scander son nom, ça va se mettre à faire les mêmes mouvements que lui, ce sera pas un problème. S'il fait gagner le club, il n'y aura aucun problème. Puis en plus, il y a le nom parfait pour les jeux de mots. Là. Le club de Ouais. jazz est ouvert, peu importe. Là. Les jeux de mots de mon oncle en moi me viennent très rapidement. Je te dirais. Je te relance pas la POC là-dessus parce que je sais que tu n'es pas rendu à l'étape dans ta vie d'avoir des jeux de mots de mon oncle. Donc, voilà. Je te donne une bonne chance de répliquer. On a un commentaire ici de Denis là, qui dort depuis une vingtaine de minutes là, que je voulais me garder pour le moment où on parlait des Yankees. Et là, comme je clique dessus, le commentaire défile. Voilà. Denis qui nous dit, j'ai parlé à un ami, s'il y a Yankees versus Orioles, il est convaincu que les Yankees gagnent. Denis n'est pas certain. Moi, j'ai l'impression que la force de frappe des Yankees au sommet de l'alignement, là, les Judge Soto, il y a peut-être plus de star power sans rien enlever à Gunnar Anderson et à Adley Mm. Rutschman. Je pense que l'alignement offensif des Orioles est plus profond parce que les Yankees ont de la difficulté là, dans leur bas de l'alignement. Je pense cependant qu'il y a plus de profondeur sur le monticule du côté des Yankees, les Orioles, qui, oui, en ont ajouté et ont été chercher 2 bons partants. Mais donc, j'ai l'impression que ça se jouerait dans les fins de match, Félix. Là, moi, je me demande, est-ce que les lanceurs des Yankees seraient capables de contenter les frappeurs des Orioles? Puis de l'autre côté, ben, est-ce que ça donnerait genre des match-ups où tu as deux aspects qui ont plus de difficultés que s'affrontent? Donc, j'ai de la difficulté à me prononcer. Si j'avais à parler d'une série en ce moment, je pense que je donnerais peut-être l'avantage aux Orioles, mais écoute, je le dis avec beaucoup de retenue dans ma voix. Tu pourrais me convaincre facilement du contraire si tu veux. Là. Ce serait vraiment une bonne série. Écoute, on l'a vu avant la pause du match des étoiles, les deux équipes qui ont joué une série, et ça a été une série hyper relevée. Tu dis que ça jouait dans les fins de match. Alex Verdugo a mal joué un fly au champ gauche et ça a coûté la victoire aux Yankees. Les Orioles ont gagné ce match-là. C'est deux équipes qui sont vraiment nez à nez en ce moment. Les deux équipes ont vraiment commencé la saison en Lyon et là, depuis un mois et demi, c'est un petit peu plus difficile pour les deux équipes. Bon, là, les Yankees, depuis quelques jours, me font mentir en se remettant à gagner des matchs, mais on a vu un peu la même saison entre les deux équipes.
Qui gagnera entre les deux? Sérieusement, j'en ai aucune idée. Je pense que l'équipe qui a l'avantage du domicile gagnerait la série juste parce qu'il faut bien que ça serve à quelque chose l'avantage du domicile. Mais je pense que ce serait une série hyper relevée. Je pense que c'est peut-être les deux équipes de l'américaine qui nous donneraient la meilleure série parmi les équipes qui feraient les séries. Sur qui, je ne sais pas sur qui je mettrais mon argent si j'avais un vieux $2. Là. Je pense que ce serait les Yankees en assumant que l'équipe est en santé, que Giancarlo Stanton est là et tout, parce que Giancarlo Stanton change la donne dans l'alignement des Yankees, et que la rotation se rapproche un peu plus de celle du début de saison que celle du dernier mois, qui en arrache vraiment pour les Yankees depuis un petit moment. On a un commentaire, Félix, de quelqu'un qui n'a jamais commenté auparavant sur les podcasts de Passion MLB. Sébastien Berroir, qui visiblement a trouvé un petit peu de temps pour nous écouter. Il nous dit dommage que Félix ne joue pas au deuxième but. Les Yankees pourraient l'appeler parce que c'est un excellent frappeur suppléant. Et Sébastien craint officiellement pour sa job. Sébastien, tu sais ce qu'on dit dans le monde des médias. Hein? Tu veux pas te faire remplacer parce que tu as peur que le remplaçant soit meilleur que toi et que tu puisses jamais retrouver ton boulot. Ben, aie peur, mon homme. On parlait là, de Jazz Chisholm Jr. puis Stéphane, excuse-moi, un bon commentaire à ce niveau-là. Il va falloir qu'il évite les blessures parce que c'est un gars quand même qui a manqué beaucoup de matchs, Félix, dans les dernières années. Donc, s'il est capable de rester en santé, ça peut faire la différence. Si je ne m'abuse, Giancarlo Stanton a joué plus de matchs que lui dans les 3 dernières années. Et on sait que Oh, Giancarlo Stanton, chez les Yankees, a une réputation d'être tout le temps blessé. Brian Cashman l'avait même dit l'hiver ben oui. passé. Ce gars-là va avoir sa blessure annuelle à un moment donné. Ça n'avait pas exactement été bien accueilli par le gérant de Stanton, mais je m'égare un peu. Tu sais, c'est vrai qu'il faut qu'il évite les blessures. Un gars hyper athlétique comme ça veut pas être toujours un petit peu plus à risque de blessure. Le premier match de Chisholm avec les Yankees contre les Red Sox a failli se blesser en étant au deuxième but. Finalement, il était correct. A volé le troisième but à peu près 5 secondes après pour montrer qu'il était correct. Ça rassurait à peu près tous les fans des Yankees qui écoutaient le match. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il évite les blessures. C'est un gars qui est à risque de ça, mais s'il reste en santé, c'est vrai que s'éloigner de Miami, ou est-ce que c'est une organisation qui n'est pas exactement reconnue pour être un modèle, qui se rapproche avec les Yankees, où on sait que c'est un gars qui aime les lumières, on sait que c'est un gars qui aime les projecteurs et tout. S'il est capable de surfer là-dessus puis d'exploser avec les projecteurs du Bronx, il peut devenir tout un héros là-bas. Je veux remercier tout le monde, là, Félix, qui nous écoute là, en ce moment en live, autant sur Facebook, sur X ou sur YouTube, parce qu'on a des commentaires de façon très, très, très nombreuse en ce moment. Je suis désolé à ceux que je répondrai pas nécessairement parce qu'il y a des commentaires qui se répètent. Il y en a que je pense que je manque parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent en même temps, mais merci là, d'interagir beaucoup avec nous autres. C'est pas qu'on fasse un peu d'overtime, Félix, là, si on a quand même plusieurs commentaires. Là. De toute façon, t'es un couche-tard. Ben oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Fait qu'on va te garder un petit bout. Un autre petit commentaire ici sur les Yankees. Pour que Jason Dominguez nous demande, Jean-Michel, s'il reste en santé, encore en rééducation dans le 3A, puisse jouer en série. C'est quand le moment limite pour le rappeler? Euh, c'est S'il est sur l'alignement de 40 joueurs, dis-moi si je me trompe, Félix, mais s'il est sur l'alignement de 40 joueurs, ce qui est le cas pour Dominguez, là, parce qu'il a joué dans le baseball majeur, Ouais. il peut être rappelé n'importe quand. Donc ça, Je le pense problème n'est que pas oui. là. Puis même l'an passé, écoute, avec les Blue Jays, il y avait comme un 13e joueur, un 13e frappeur, là, tu sais, c'était un voltigeur, je me souviens même plus de son nom, que je pense qu'il était même pas sur l'alignement de 40 joueurs, puis ils ont trouvé une twist pour le ramener sur l'alignement de série. Tu sais, quand le gars est dans l'organisation, il y a moyen de moyenner, mais dans le cas de Dominguez, il est sur l'alignement de 40 joueurs, il va pouvoir être rappelé pour les séries si on veut. La question, Félix, parce que je vais faire du chemin un peu sur ce que Jean-Michel nous écrit, la question c'est, est-ce qu'il va être rappelé? Puis si oui, est-ce qu'il y a un fit? Tu sais, est-ce que ça va prendre, mettons, Mm. une blessure à Giancarlo Stanton, puis là, tu dis, ben écoute, on fera d'Aaron Judge notre frappeur de choix, puis au lieu de donner le poste de chancante à Trent Grisham, on le donnera à Jason Dominguez. Ça peut être une possibilité. Ceci étant dit, tu sais, même avec Josh Chisholm Jr. qui est là, tu peux donner le chancante à Josh Chisholm si tu as quelqu'un pour mettre au troisième. Fait, tu sais, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options sur la table présentement. Puis Jason Dominguez, s'il veut jouer, aussi bon soit-il, ben, il va falloir qu'il mérite son temps de jeu, puis il va falloir que les étoiles s'alignent un petit peu, là, probablement en termes de blessures. Tu sais, Brian Cashman en a parlé un peu justement parce qu'il a été questionné au sujet de Dominguez après la date limite. Tu sais, il a dit on est content de l'avoir, on est content que ce soit comme une police d'assurance et tout, mais pour le moment, il est dans le 3 et je pense que les Yankees aiment mieux l'avoir dans le 3 pour le moment. L'année passée, il ne faut pas oublier qu'il a été rappelé parce que la saison des Yankees allait nulle part au mois de septembre. Ouais. On va voir un peu ce qu'on a.
il a joué, je pense qu'il n'a même pas joué 10 matchs dans les majeurs l'année passée. Puis oui, il était très Il a bon dans joué ces 10 8, je matchs. pense. C'est ça, c'est moins de 10. Puis, tu sais, il est arrivé, puis oui, il a été bon pendant 8 matchs, mais c'est 8 matchs, c'est un petit échantillon quand même. Mhm. Pendant une bonne partie de la saison, il y avait des partisans des Yankees qui attendaient impatiemment son retour, comme quoi il va venir sauver l'équipe et tout. Puis il n'y a aucun doute que Jason Dominguez est un des beaux espoirs de l'organisation et même je pense qu'il peut contribuer dès cette année. Mais je pense aussi qu'il faut limiter les attentes. Puis veut pas un gars comme Alex Verdugo, même s'il connaît des ratés, ou même un Trent Grisham qui n'a pas une grande saison offensivement, ça reste des gars des majeurs qui ont déjà vécu ça, qui ont eu plus d'expérience et tout. Je pense que les Yankees aiment mieux faire confiance à ces gars-là. Je pense même qu'on aime mieux faire confiance à un gars comme DJ LeMahieu qui connaît une saison épouvantable, qui vient d'avoir son seul bon match de la saison, c'était hier contre les Phillies, 6 points produits. Je pense qu'on va essayer de vraiment se concentrer sur cet alignement-là des majeurs. Et en cas de vraiment où on a un problème, mettons que Judge tombe au combat ou qu'un Stanton tombe au combat, peut-être que là, on va y penser, mais je pense que les Yankees aimeraient mieux, dans un monde idéal, le garder, peut-être le rappeler en septembre, voir un peu ce qu'il y a dans le corps, peut-être si Alex Verdugo va moins bien ou quelque chose, voir un peu ce qu'on a en Jason Dominguez, mais je pense que pour le mois d'août, je ne m'attends pas à ce qu'il soit rappelé avec les Yankees. On a quelques commentaires, justement. L'idée d'une série entre les Yankees et les Orioles semble faire jaser. Martin, à ce niveau-là, qui pense qu'avec le retour de Garrett Cole en santé, ça pourrait procurer un avantage aux Yankees. Et Patrick, qui nous rappelle que c'est 4 circuits en 8 Ouais. parties pour Jason Dominguez l'an passé là, dans le baseball match. Justement, au niveau de cette rivalité-là qui s'installe de plus en plus entre Baltimore et New York, Olivier qui nous rappelle qu'au moins on peut se dire que Cashman a été plus actif que l'an passé à la date limite des transactions. Et Pop qui nous demande si Baltimore n'était pas aussi hot and cold, Cashman aurait-tu bougé davantage? Tu sais, la question se pose parce qu'on se dit, les dirigeants, ils ont-tu, moi j'ai mon plan en tête, puis j'ai mes œillères, puis j'y vais dans la direction que j'y vais, ou ils se disent, ah shit, ils viennent d'aller chercher un Ouais. lanceur partant, ça me prendrait un frappeur pour contrer ça. Tu sais, des fois, il y a des équipes qui doivent peut-être essayer d'aller vraiment chercher des éléments pour battre un autre en particulier. Je suis persuadé que les Padres ont fait des transactions pour bouger, mais ont aussi fait des transactions pour essayer de battre les Dodgers parce qu'à un certain point, c'est ça l'objectif aussi du côté de Baltimore. Ben, d'après moi, il y a probablement une partie de ça aussi entre les Orioles et les Yankees de se dire, oui, il faut que je me construise une équipe pour gagner, mais il faut que je batte le rival de division aussi parce que si je veux passer éventuellement en série mondiale, ben, il y a des grandes chances que mon chemin croise celui de cette équipe-là. Il y a des maudites bonnes chances. Puis d'ici la fin de la saison, tu sais, surtout le gagnant de l'Est de l'Américaine, à moins d'une très très grande surprise, va avoir congé en première ronde, n'aura pas à passer par la première ronde. Fait que c'est Ouais. sûr que tu peux gagner cette division-là. Tu peux pas te. C'est tellement désavantageux d'être deuxième par rapport à être premier dans cette division-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une lutte à finir entre ces deux équipes-là. Puis là, Boston aussi qui se ramène un peu dans le portrait, même si ça va un petit peu moins bien pour les Red Sox depuis quelques matchs. C'est une lutte qui va être jusqu'à la fin de l'année. Le mois d'août, le mois de septembre, tu ne peux pas te permettre de prendre de pause et tout, puis tu ne peux pas céder de terrain à ton adversaire. Les Orioles qui avaient une meilleure banque d'espoir quand même que les Yankees. Donc, tu sais, j'ai beau blâmer Brian Cashman, je suis quand même conscient qu'il n'y avait pas les ressources que les Orioles avaient avec leurs 57 000 espoirs qui repêchent, qui ont la meilleure banque d'espoir que j'ai vue de toute ma vie à peu près. Mais tu sais, tu regardes ça, tu te dis, il fallait quand même que les Yankees soient agressifs, puis je pense qu'on a vu les Orioles être relativement agressifs. On aurait pu l'être un petit peu plus à Baltimore, selon moi. On a été chercher quelques ressources, mais pour moi, c'est pas assez pour une équipe qui espère vraiment. On a des grandes ambitions de série mondiale dès cette année. Mais encore là, à Baltimore, on peut se le permettre parce que c'est pas cette année où est-ce qu'on doit être nécessairement all-in avec le jeune noyau et tout. Les Yankees, c'était vraiment l'année pour être all-in. Et pour moi, c'est ça qui fait en sorte que je me dis, peut-être que Brian Cashman aurait pu prendre quelques risques de plus, surtout que les Orioles vont pas juste mourir. Ils sont là pour se battre pour vrai, puis ils vont pas juste disparaître du portrait d'ici les prochaines semaines. Les Orioles sont allés aussi en fonction avec leur fenêtre de se dire oui, on a plusieurs années pour gagner. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer, puis tu veux gagner cette année, évidemment. Mais tu sais, avec Corbin Burns qui il y a des bonnes chances quand même de partir à la fin Ouais. de la saison parce que c'est un lanceur qui pourrait quand même être payé grassement avec son agent qui s'appelle Scott Boras. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il ne revienne pas nécessairement à Baltimore. Ils ont suivi leur plan, c'est-à-dire on a beaucoup d'espoir, ils ne pourront pas tous percer. Ça nous prend des lanceurs qui vont être là pour un petit bout. Donc, que ce soit des lanceurs que tu aimes ou que ce soit des lanceurs que tu n'aimes pas, d'aller chercher Trevor Rogers, d'aller chercher Zach Eflin, ça s'inscrit Mm. un peu dans cette mentalité-là. Donc, on verra si ça va rapporter là, du côté de Baltimore.
Félix, je veux qu'on jase un petit peu des Mariners de Seattle, Mariners qui ont fait trois acquisitions intéressantes, Yimi Garcia et Justin Turner, deux transactions différentes, mais avec les Blue Jays de Toronto. Garcia pour sécuriser l'enclos, parce que tu le sais comme moi qu'une équipe qui va en série a besoin de releveurs. Je veux dire, c'est une loi. Je pense que c'est une loi. C'est une équipe qui aspire à aller en séries éliminatoires. Il faut que tu ailles chercher un releveur. Aussi bon, aussi pas bon, peu importe, soit-il, faut que tu ailles chercher un releveur quelque part. C'est ce qui a été fait. Mais la grande priorité du côté des Mariners de Seattle, pardon, c'était d'améliorer l'attaque. Justin Turner qui vient s'installer au premier coussin et la grosse acquisition, Randy à Rosarena, héros des séries 2020, même s'il n'avait pas gagné la série mondiale cette année-là, il avait montré au monde du baseball ce qu'il était capable de faire sur une grande scène. Et là, l'objectif, c'est, ben écoute, mon homme, on a besoin de ton attaque avec tous les blessés qu'il y a et avec la pauvre attaque qu'on a. Donne un peu de support offensif à notre superbe rotation de lanceurs partants, puis amène-nous en séries éliminatoires. L'alignement était tellement mauvais avant les transactions à Seattle, Ah, avec Julio Rodriguez qui est blessé et tout. Il restait pas mal JP juste Carl Crawford. Raleigh. C'est ça. Puis il restait pas mal juste Carl Raleigh qui est un frappeur de qualité. Sinon, le Ouais. reste était tellement épouvantable. Même Ty France, qui était un bon frappeur les dernières années, connaît une saison de misère. On l'a littéralement envoyé aux Reds un peu pour s'en débarrasser. Ah ouais. Tu regardes ça, tu te dis fallait qu'on essaye quelque chose des Mariners, surtout qu'on est en train de l'échapper dans le dernier mois, puis que les Astros s'en venaient à une vitesse qui avait aucun bon sens en arrière parce qu'évidemment, les Astros sont encore là pour pourrir la vie de tout le monde dans l'américaine. Mais tu regardes ça, tu te dis qu'il fallait qu'on aille chercher quelque chose. Puis je parlais de Josh Chisholm, qui était peut-être le meilleur frappeur échangé. Randy Arozarena est un excellent candidat pour ce titre-là aussi. Justin Turner, qui, s'il est capable de redevenir le Justin Turner de début de saison, ça aiderait beaucoup parce que ça a été un petit peu plus difficile après à Toronto. Mais tu sais, c'est quand même deux acquisitions. Puis bravo aux Mariners d'avoir essayé quelque chose quand même. On sait que Jerry Dipoto ne peut pas s'empêcher de faire des transactions. Il adore ça, faire ça. Mais au moins, là, il a été intelligent avec ces transactions-là, puis il a vraiment amélioré son équipe. Je pense que Rosarina, même s'il ne connaît peut-être pas sa meilleure saison en carrière, on sait, c'est un gars que si les matchs sont compétitifs, si les matchs sont importants, c'est le gars que tu veux au bâton, c'est le gars qui va être capable de changer l'issue d'un match à lui seul. Puis je pense qu'à ce niveau-là, les Mariners avaient besoin d'un frappeur comme ça qui peut faire la différence. Il n'y en avait pas énormément sur le marché, surtout avec Vlad et Bobichette qui n'étaient pas là. Deux des noms qu'on surveillait qui pouvaient peut-être changer un alignement. Rosarina était peut-être le meilleur avec Chisholm. Et bravo aux Mariners d'avoir été le chercher pour améliorer leur alignement. Martin qui nous mentionne, j'aime le message que Seattle a envoyé. C'était ça l'important du côté de Seattle, Ouais. c'est-à-dire, hey, on est là, on n'a pas fait les séries souvent dans les 22, 23 dernières années, une fois. Puis on veut y retourner. On a l'équipe pour le faire, on a la rotation pour le faire parce que cette équipe-là, Félix, je te l'annonce, là, tu ne veux pas frapper contre eux en série parce que la rotation est dégueulasse. Là. Puis ça, je le dis Ça dans n'a le bon aucun sens sens. du terme. Là. Je le dis comme si c'était un compliment. Tu as parlé de Randy Arozarena, un des gros frappeurs échangés à la date limite. Tu as parlé de Josh Chisholm Jr., un des gros frappeurs échangés à la date limite. Qu'est-ce que ces deux gars-là ont en commun? Ils jouaient en Floride avant. Et les deux équipes de la Floride, Félix, nous ont montré c'était quoi déconstruire une formation dans deux modèles complètement différents parce que les Rays ont échangé à peu près 8 gars puis ils vont probablement quand même se battre pour les séries cette année. Ils ont obtenu beaucoup, 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 beaucoup d'espoir qui Ouais. vont inévitablement tous devenir des joueurs qui vont avoir de l'impact. C'est la règle. Quand tu bouges avec Tampa Bay, le joueur dont tu te départis va devenir un bon joueur. C'est la Ouais. règle. Et du côté des Marlins, ben, c'est l'objectif totalement contraire. C'est de déconstruire pour être mauvais pendant quelques années. Peter Bendix, il vient de quelle organisation déjà? Il vient-tu des Rays de Tampa Bay? Ben oui. Le président des opérations baseball des Marlins a été arraché des Rays de Tampa Bay l'hiver passé. Il y a deux équipes qui sont allées chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes et deux équipes qui ont été qualifiées par bien des gens comme des gagnants de la date limite Ouais. pour les équipes qui vendent, évidemment, parce qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Puis il n'y a pas eu tant d'espoir que ceux qui ont été échangés, mais ceux qui l'ont été, ils jouent probablement au Sunshine State en ce moment. C'est incroyable. Tu sais, on disait comme quoi mardi, on a une journée quand même relativement tranquille jusqu'à la toute fin. Je me souviens, on s'est beaucoup parlé mardi, puis il y avait Craig Mish qui est sur le Oui. but des Marlins, qui lui est Oui. peut-être le seul qui mardi peut dire qu'il était vraiment épuisé à la fin de sa journée. Quasiment à chaque 20 minutes, il y avait un échange des Marlins qui sortait, puis il restait genre 1 heure, puis il était comme Oh my god, there are more trades coming. Ça arrêtait juste pas de rentrer pour les Marlins. Je pense qu'ils ont échangé 9 ou 10 joueurs au point où Craig Mish se demandait s'il allait devoir jouer le match du soir que les Marlins jouaient 40 minutes après la date limite. Finalement, on a réussi à trouver des gars qui étaient capables de jouer au baseball majeur. Mais les Marlins ont été hyper agressifs pour vendre. On avait quand même Tanner Scott qui était un gros morceau à échanger.
On savait que Jazz Chisholm était sur le marché. On avait quand même des gros morceaux à échanger, puis on a vraiment été chercher des gros noms pour ça. L'échange de Trevor Rogers pour Carl Stowers et Connor Norby a surpris à peu près tout le monde. Oui. Bravo aux Marlins d'avoir capitalisé sur la valeur d'un gars qui n'avait plus beaucoup de valeur aux yeux de plusieurs. Tu sais, Rogers avait une bonne saison en 2021 et depuis ce temps-là, c'est très, très ordinaire. On va chercher deux très bons jeunes joueurs en retour de Trevor Rogers. Tanner Scott qui est parti à gros prix à San Diego. On avait des gros morceaux à échanger chez les Marlins, puis on a maximisé ça. Bravo à eux autres d'avoir été en mesure de le faire. Puis je pense que l'année prochaine, ça va être un peu la même chose. Ça a commencé de bonne heure avec Luis Arraez chez les Marlins. Je pense que cet hiver, il faut regarder des gars comme Jesus Luzardo, peut-être même Sandy Alcantara qui pourrait bouger. Je pense que c'est des noms qui vont être à surveiller. Mais les Marlins sont assez clairement en reconstruction. Et ça, quand ils ont fait les séries il y a moins, à peu près 300 jours de ça, c'est dommage pour les fans des Marlins. Mais c'est la roue qui tourne. Je pense qu'on est habitué à ça à Miami. Puis on espère qu'on va redevenir bon bientôt. Mais c'est clairement, on déconstruit pour reconstruire quelque chose de mieux par après. Tu parlais là, de les Marlins qui ont fait les séries il y a 300 jours à peu près. Ils ont pris l'image des Marlins en 2023. Là, quelqu'un sur les réseaux. Ils ont pris, ouais, c'est ça. Ils ont pris. L'image de 2023 des Marlins qui faisaient les séries avec à peu près tous les visages de l'alignement avait été fait en une certaine affiche là, par les Marlins pour promouvoir les Ouais. séries cette année-là. Puis il y a quelqu'un qui a repris ça sur les réseaux sociaux puis qui a mis un X sur à peu près tous les visages qui étaient plus là. Puis il y en a pas mal. Ça me fait penser à la fameuse image du 24 juin 2021 quand tu vois le Canadien qui bat Vegas puis que finalement, ben, il reste à peu près juste 6 gars de cette époque-là, là, quelques années plus tard. Ça me fait penser à ça, les Marlins qui en sont à une autre étape. Ils ont décidé de déconstruire excessivement rapidement. Après, écoute, 3 mauvaises semaines se sont dit non, l'ancien noyau ne fonctionne pas, on s'en va, bye bye. Pas exactement la même mentalité qu'à Toronto. Peux-tu avoir une espèce de juste milieu? Ça se peut-tu que. Mais bref. Et au moins, on a déconstruit là, de la bonne façon. Un petit mot peut-être sur les Dodgers qui ont acquis certaines pièces de profondeur, mais qui ont surtout acquis celui qui est probablement le meilleur lanceur partant à avoir changé de main, Jack Flaherty, un gars qui a grandi en tant que fan des Dodgers et qui retourne à la maison quelque chose. Oui, Jack Flaherty, qui était un nom qu'on a surveillé à peu près toute la journée. Ouais. Le mardi, qui était le meilleur disponible. On savait que Tariq Skubal, Garrett Crochet serait probablement pas échangé. Donc, tout le monde se tournait un peu vers Flaherty, qui était un joueur autonome en devenir. Finalement, c'est les Dodgers qui mettent la main sur lui parce qu'évidemment, les Dodgers n'allaient pas se laisser avoir, allaient quand même aller chercher du renfort parce que ce sont les Dodgers. On a tellement investi dans cette équipe-là pour cette saison. On ne pouvait pas se permettre de juste laisser le train passer en avant. On a été chercher Tommy Edman aussi, Ahmed Rosario. On a été chercher des joueurs de profondeur, mais Jack Flaherty, qui est clairement le gros morceau. La rotation qui a tellement été affectée par les blessures cette année. À un moment donné, on avait 7 partants du calibre des majeurs sur la liste des blessés. Ça n'avait aucun bon sens. Là, Clayton Kershaw, si on le voit, est revenu, c'est un peu plus difficile. Tyler Glasnow, évidemment, qui est des ennuis de santé un peu comme à chaque année. Yamamoto qui est blessé. Ça prenait des partants chez les Dodgers. Jack Flaherty qui va répondre à ce besoin-là. Et il fit tellement bien avec les Dodgers que quelques heures après, on a appris qu'il y avait des ennuis de santé potentiels qui ont fait peur aux Yankees. Bon, là, est-ce que c'est les Yankees qui ont essayé de s'enlever un peu de chaleur sur le dos en counant ça dans les médias? Peut-être un peu de ça aussi, mais tu regardes ça, tu te dis peut-être que les Dodgers devaient être agressifs dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça que les Tigers ont pas eu autant que ce à quoi on pouvait penser dans un marché de vendeurs pour celui qui était le meilleur lanceur disponible. On a eu 2 bons espoirs, mais pas de gars de top 100 ou quoi que ce soit. Mais si Jack Flaherty est capable de rester en santé d'ici la fin de l'année et qu'il lance comme il lance depuis le début de l'année à Détroit, ça va être une solide prise pour les Dodgers. Et là, tu arrives dans un monde où est-ce que ta rotation de tirée ressemble à quelque chose comme Glasnow, Yamamoto, Flaherty et Kicker entre Walker Buehler, Clayton Kershaw. Il y a des ressources là avec les Dodgers, puis je pense que c'est un bon pas vers l'avant qu'on a pris avec cette transaction. Je voulais qu'on parle un petit peu des joueurs qui n'ont pas été échangés. Donc, le commentaire de Jean-Michel Gauthier s'inscrit très bien dans ce niveau-là. La blessure de Mason Miller a changé la date limite des transactions parce qu'au moins les Orioles, les Yankees, les Cards, les Braves auraient été dans cette course-là. Je pense pas qu'il aurait été échangé malgré tout parce que les Aces n'avaient pas l'air de vouloir être des gros vendeurs malgré le fait qu'il en manquait clairement en cette date limite des transactions-là. Mais oui, sa blessure a changé la donne. Puis une couple de jours avant, on se doutait bien qu'il va terminer la saison du côté d'Oakland. La question à ce point-ci, c'est de savoir est-ce qu'il va lancer pour les Aces de Sacramento en 2025. Excuse-moi, j'ai tout dit de Sacramento. J'ai pas le droit de dire ça. Le propriétaire veut pas. Ça va juste être les Aces.
Les A's. Est-ce qu'il va lancer pour les Aces dans une autre ville qu'Oakland en 2025? Ça, on ne le sait pas. Ceci étant dit, le plus gros nom qui n'est pas parti, c'est Garrett Crochet. Puis, tu sais, il faut revenir sur ses pas ses commentaires parce qu'il l'a pas dit publiquement, sur ses demandes salariales de dire, moi, si je veux lancer en séries éliminatoires avec ma charge de travail qui est augmentée, avec le fait que je ne serai pas payé beaucoup dans les prochaines années parce que l'arbitrage a commencé très bas pour moi parce que j'étais un releveur qui revenait d'un Tommy John, ben, je veux une prolongation de contrat pour me protéger un peu. Clairement, sans ces commentaires-là, il y aurait eu beaucoup plus de chances de partir. Je ne dis pas que c'est juste à cause de ça, mais s'il n'y a pas ces demandes-là, ça se peut qu'aujourd'hui, il lance pour les Dodgers. Ça a complètement plombé son marché. On sentait qu'il y avait tellement de traction et tout. Puis là, ça sort un peu de nulle part, cette nouvelle-là. C'est quasiment en plein milieu d'un texte qu'on apprend ça. Puis tout. Puis là, ça s'est mis à gagner beaucoup de traction. Puis c'était le meilleur lanceur disponible sur le marché. On savait que les White Sox voulaient l'échanger. Et on savait que c'était un marché de vendeurs. Si Garrett Crochet avait jamais fait ces commentaires-là, peut-être que les White Sox sont 3 espoirs de top 100 en ce moment. Peut-être qu'on a vraiment le gros prix pour un gars comme Crochet. Mais il y avait quand même les ennuis de santé, les potentiels ennuis de santé pour un gars qui a une grosse charge de travail par rapport à ses standards. Peut-être que ça aurait fait peur à certaines équipes. Mais là, clairement, ces commentaires de moi, je veux une extension de contrat. Je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux équipes qui se sont dit si ce gars-là veut vraiment une extension de contrat, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète pour sa santé? Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète pour. C'est sûr que ça a dû faire peur à certaines équipes. Puis évidemment, on l'a vu, il est resté à Chicago dans une équipe qui, pour le dire poliment, s'en va nulle part. Est-ce qu'on va être capable de l'échanger peut-être cet hiver? Je me demande si on va être capable de le faire. Parce que d'après moi, il va encore vouloir cette extension de contrat-là. Tu l'as dit, il a commencé comme releveur qui revenait de Tommy John et là, il est devenu un partant de qualité. D'après moi, il va vouloir un petit peu plus d'argent que ça. Est-ce qu'il va l'avoir? Bonne question. Je pense que les White Sox vont essayer de le réchanger. Peut-être on va trouver un juste milieu, mais ça a dû fâcher les White Sox quand ils ont vu que ça a sorti publiquement. Et on disait, avec le prix que les Marlins ont eu pour un gars comme Trevor Rogers, qui est un partant ordinaire, je dis qu'est-ce qu'on aurait pu avoir chez les White Sox pour un gars comme Garrett Crochet, qui est un vrai bon lanceur numéro 2, à la limite numéro 3, dans une bonne rotation de série. Ceci étant dit, moi, je pense qu'il va y avoir plus d'équipes sur le marché pour Crochet durant l'hiver qu'il y en aurait eu présentement. Je te donne un exemple. Ken Rosenthal qui a soulevé le nom des Nationals, qui a soulevé le nom des Blue Jays, qui sont des équipes qui cette année n'allaient pas aller le chercher, mais c'était les Blue Jays puis tu essaies de gagner en 2025. Ça se peut que tu essaies d'aller chercher un Crochet, puis il finit l'année puis qu'il est en santé, ben l'an prochain, il n'y aura pas une grosse hausse au niveau des manches lancées. Donc, peut-être que ça ne prendra pas nécessairement une extension. Et si ça en prend quand même, c'est plus facile à négocier durant la saison morte aussi, puis en sachant qu'il a terminé l'année en santé. Cette année, de toute façon, il y avait des doutes à savoir est-ce qu'il serait en mesure de lancer en séries éliminatoires sur les termes d'un partant après la saison qu'il vient de connaître. L'an prochain, il y aura moins ces questions-là, avec le fait qu'il va y avoir plus d'équipes potentielles à qui échanger. Donc, je pense que ça pourrait quand même se réaliser durant la saison morte, mais on verra évidemment le marché, tu sais comme moi, que ça peut changer excessivement rapidement avec des nouvelles informations comme ça là, qui sortent une fois de temps en temps. Félix, avant d'aller à la période de questions, je te lance des fleurs de la part de Denis, qui nous parle d'une très bonne émission avec un très bon invité. Donc, merci Denis, merci de nous écouter très régulièrement. Merci à tous ceux qui nous écoutent régulièrement. D'ailleurs, il y a beaucoup de noms que je reconnais qui sont là à chaque semaine, pas juste mon père. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il y a des gens que je connais pas personnellement qui nous écoutent aussi. Donc, merci à tout le monde là, pour ça. Mais là, écoute, on a beaucoup de questions aussi qui n'étaient pas nécessairement en lien avec ce dont on parlait qui ont été posées. Je vais lancer la période de questions, puis je vais espérer avoir le temps de retrouver une question parce que je te l'ai dit, Félix, il y en a en masse des questions, il y en a des commentaires, on aime ça, mais ça rend ma job un petit peu plus difficile, donc on y va avec la période de questions. Je veux qu'on commence avec le commentaire de Patrick ici. Jackson Holiday. Jackson Holiday qui a frappé un premier grand chelem, premier circuit en carrière mercredi contre les puissants Blue Jays de Toronto. Yerry Rodriguez qui va passer à l'histoire comme étant celui qui a donné le premier circuit à Jackson Holiday qui a décidé de tatouer la balle comme ça n'avait pas de bon sens puis de l'envoyer dans la rue l'autre bord du stade. Jackson Holiday qui a été placé dans ces conditions-là en disant on a perdu Connor Norby, on a besoin
de ton attaque. Puis c'est pas, tu sais, quand il était rappelé au mois d'avril, c'était, écoute, il n'y a pas de pression, le kid, on a une bonne année, trempe-toi les pieds des majeurs, puis finalement, ça s'est super mal passé. Mais là, il y a de la pression. Là, c'est de dire, ben écoute, on est dans une course aux séries, on a échangé des jeunes pour te faire de la place, puis pour aller chercher des lanceurs, mais je veux dire, il y a plus un trou qu'il y en avait un. Il y a Westberg qui s'est blessé aussi, sa saison est peut-être terminée, qui était un bon joueur de deuxième, de troisième coussin. Là, Jackson Holiday, il y a la pression de performer. Il a la pression de performer, mais en même temps, je me dis, il est arrivé au début de l'année, puis tu l'as dit, il a pu se tremper les pieds, puis ça n'a pas bien été, mais a quand même pu comprendre un peu à quoi ça ressemblait le baseball majeur. Et il faut rappeler qu'il est arrivé au début de l'année tellement en grande pompe de ça y est, le meilleur espoir arrive dans ce qui est le meilleur alignement des majeurs et tout. C'était la grosse affaire au début de l'année, puis c'était peut-être parce que c'était le lendemain de la date limite ou quelque chose, mais ça passait quasiment un petit peu plus sous le radar, son deuxième rappel. Peut-être qu'il a moins ressenti cette pression de voir qu'il y avait des gars qui étaient déjà établis, tu sais, n'a pas eu la pression de tout faire avec des Gunnar Anderson, des Anthony Santander, des Adley Rutschman qui frappent et tout. Mais clairement, ça va bien pour nous en ce moment. Frappe un grand chelem pour son premier circuit en carrière. Les Orioles vont avoir besoin que ce gars-là performe. Si c'est pas cette année, au moins dans l'avenir. On a beaucoup investi, puis c'est un gars qui on a investi beaucoup, puis on a besoin que ce gars-là rapporte, performe et soit un bon frappeur et qu'il soit capable de jouer au milieu de l'avant-champ. J'aime le jeune, puis je pense qu'il va être excellent et tout. Je pense que ça a été des débuts difficiles, mais qui vont juste l'avoir aidé à développer son adversité. Je suis pas inquiet pour lui, puis je pense qu'on l'a vu hier. Ce gars-là est un talent, puis je pense qu'on va le voir avoir une grosse fin de saison à Baltimore et je le vois jouer en série avec les Orioles cette saison. On a reçu quelques commentaires sur Mike Trout. J'en mets un ici de la part d'Olivier. Croyez-vous que la carrière de Mike Trout vit sur du temps emprunté, considérant que pour la deuxième année de suite, sa saison a pris fin prématurément? Ça fait, tu sais, même ça fait 4 ans que, pas nécessairement la fin de saison, mais tu sais, qu'il manque beaucoup de matchs en tant que tel. 2022, il avait manqué un petit peu moins, mais quand même, là, depuis, tu sais, entre 2021 et 2024, mettons que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs ratés. Euh, il lui reste encore 6 années de contrat, si je me trompe pas. Donc, il va revenir l'an prochain. Ceci étant dit, là, tu sais, le doute existait déjà. Là, il n'y en a plus de doute. Là. C'est un peu comme Giancarlo Stanton. Il va se blesser à un certain point. Il reste juste à savoir quand. Le Mike Trout qu'on connaissait, qui jouait 145, 150 matchs et qui gagnait systématiquement le MVP ou qui terminait au deuxième rang. Il y a une année, il avait été mauvais. Là, il avait fini troisième au MVP. C'est ça, Mike Trout. Là. De 2012 à 2020, là, il était complètement intassable. Cette époque-là est terminée. Moi, je persiste que ce club-là devrait dire, écoute, pour ta propre santé, tu vas aller jouer dans le champ droit, puis maintenant que Shohei Ohtani, puis là, tu vas être DH 2, 3 fois par semaine. Ouais. Il faut protéger Mike Trout. Je trouve pas qu'on l'a fait en début d'année. On le mettait chansante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a fini par se blesser. Donc, pour moi, il y a une partie que c'est aussi sur les Angels parce que, Félix, c'est pas Mike Trout qui va dire ouais, il faudrait peut-être que j'aille dans la droite. Ce gars-là veut jouer au chanson, c'est normal, c'est un compétiteur, il peut jouer, surtout pour une équipe aussi poche, là, il sait qu'il faut qu'il mette le club sur ses épaules, mais il peut plus mettre le club sur ses épaules. Puis tu sais, tu l'as dit, il va falloir le protéger de lui-même à un moment donné. Deux fois, c'est son genou cette année. C'est son genou qui a été un problème. Ce gars-là peut pas, avec des problèmes de genoux, jouer régulièrement au champ centre et peut-être même qu'il peut même plus jouer au champ extérieur tout court. Peut-être qu'à ce stade de sa carrière, Mike Trout est un peu frappeur désigné et c'est vraiment dommage parce qu'on a été privé des dernières grosses années de l'un des plus grands talents de l'histoire du sport. Je le dis très sérieusement, là, Mike Trout est un des plus grands talents de l'histoire du baseball. Malheureusement, les blessures vont avoir tellement fait mal à sa carrière, puis c'est très, très, très dommage. J'espère qu'on va au moins être capable de se souvenir de Mike Trout pour ce qu'il était, mais je pense qu'à ce point-ci, c'est. Tu disais que c'est l'équivalent de Giancarlo Stanton. J'ai vu une stat aujourd'hui, ça disait que Mike Trout, depuis 2021, a joué autant de matchs qu'Anthony Volpe dans les majeurs. Anthony Volpe a commencé à jouer dans les majeurs en 2023. On rit, mais c'est triste parce que le baseball est tellement mieux quand Mike Trout joue, puis on n'aura jamais vraiment vu ce gars-là en série, considérant la direction que les Angels prennent en ce moment. Je pense pas que c'est l'année prochaine, dans 2 ans. Puis de voir que ce gars-là aurait presque jamais joué en série de toute sa carrière, c'est un pincement au cœur. Puis c'est dommage parce qu'on méritait de voir Mike Trout sur une plus grande tribune que juste des matchs des Angels qui servent à rien rendus au mois de juillet. Matt qui nous a posé une question tantôt. Y a-t-il quelqu'un qui comprend la transaction Christopher Morel qui prend la direction de Tampa Bay pour Isaac Paradise qui s'en va du côté de Chicago? Il semble que les Rays ont eu le dessus sur cette transaction-là. Moi, j'ai l'impression que les deux équipes, Matt, obtiennent ce qu'elles veulent,
mais que les Rays ont le potentiel de gagner la transaction. Parce que Morel, ça fonctionnait plus du côté de Chicago. Je pense que c'est un des gros candidats de dire, hey, ce gars-là, avec un changement d'air, ça peut vraiment faire la différence. Puis d'un autre côté, ben, les Cubs qui obtiennent quand même Paradise, qui est un excellent joueur de baseball, qui a appris à l'école des Rays comment devenir un bon joueur du baseball majeur. Donc, je pense que les Cubs vont y trouver leur compte, mais je pense que les Rays vont vraiment y trouver leur compte. Puis Paradise, si je ne m'abuse, a été signé par les Cubs quand il était joueur autonome international. Si je ne m'abuse, il vient Oui, de l'organisation oui, des Cubs. Fait que, tu sais, je pense que les oui. deux sont allés chercher un peu ce qu'on voulait. Paradise, tu sais, qui est peut-être un gars plus établi que Morel en ce moment. Puis oui, les Cubs ont abandonné cette saison, mais Paradise est encore sous contrôle de l'équipe pour, je crois que c'est 2 ans après la saison qui prend fin en ce moment. Tu sais, on n'a pas été chercher un joueur de location. On a été chercher un joueur qui va pouvoir aider l'an prochain, qui va pouvoir aider dans 2 ans. Tu sais, puis les Rays, eux autres, aimaient Morel depuis des mois et des mois, peut-être même des années même. T'sais, on s'est dit, on va Oh, aller le chercher. Puis Christopher Morel est tellement un joueur qui fit dans le moule des Rays. ah On ouais. dirait qu'il crée un laboratoire pour être un joueur des Rays. Là. Lui puis Osé Siri, c'est le même joueur à peu près. Là. Tu regardes ça, tu dis, c'est le joueur typique des Rays peut-être qu'on va être capable de le sauver, de le transformer en un vrai bon joueur. Parce qu'on l'a vu, Christopher Morel est capable de frapper la longue balle, est un gars très rapide, puis capable de Oh. dépanner en défensive. J'aime ce que je vois de ce gars-là. Puis je pense que les deux équipes aiment ce qu'ils ont. Les Cubs vont peut-être se chercher un gars qui est meilleur en ce moment, mais les Rays vont chercher un gars qui est un petit peu plus prometteur. Je pense que c'est comme ça que les deux équipes ont trouvé leur compte là-dedans. Euh, les Orioles qui ont échangé le voltigeur Hayes du côté de Philadelphie contre Ser Anthony Dominguez parce qu'on avait besoin d'aide en relève et Christian Pache qui a été DFA d'ailleurs aujourd'hui. Donc, c'était clairement pour aller chercher de l'aide en relève. Félix, le marché était à ce point-là de se dire, hey, des deux équipes qui veulent gagner vont bouger ensemble parce qu'il n'y a pas assez d'équipes qui Ouais. vendent en ce moment. Mais de remplacer, comme Matt le dit, Hayes par un gars comme Jimenez, ça peut être un risque quand même parce que tu prends le risque de briser une formule qui fonctionne. Tu sais, tantôt, je parlais de déshabiller Paul pour habiller Jean, ben, c'est un peu ça, c'est de dire, ben, on enlève un peu de cette profondeur-là dans le champ Mm. extérieur, puis on s'en va pitcher ça en relève. Fait que, est-ce que c'est la chose à faire? Seul le temps nous le dira, je pense. Je pense que le besoin des Orioles en relève était tellement criant qu'il fallait tenter quelque chose. T'sais. On n'a pas Ouais, Félix Bautista cette année qui est blessé, puis Craig Kimbrell, on connaît Craig Kimbrell, a tendance à être un peu fragile en 9e. Ça prenait des bras. On a fait un autre échange avec les Phillies, on a été chercher Grégory Soto. Ça prenait vraiment des releveurs à Baltimore, puis Philadelphie en avait tellement des releveurs. J'écoutais le match des Yankees contre les Phillies, c'était celui de lundi ou de mardi soir, j'oublie ça n'a pas de bon sens, tous les releveurs que les Phillies peuvent te sortir. On en avait tellement qu'on s'est dit, gars, on peut probablement en échanger un ou deux. On va aller chercher un gars comme Austin Hayes qui était dans la main de Dave Dombrowski depuis 2 ans. Je crois qu'il disait, je pense que ça fait 2 dates limites qu'il essaie d'aller le chercher. ouais. Là, on va le chercher. Puis je pense que c'est un gars qui fit avec les Phillies aussi. On avait ce besoin-là. Puis je pense que tu l'as dit, il n'y avait pas assez de vendeurs. Il fallait que les équipes aspirantes échangent entre elles-mêmes pour colmater leur brèche entre elles. On aide un rival, mais on s'aide soi-même en même temps. Fait que c'est le genre de prix à payer. Et je pense que les deux équipes ont eu ce qu'ils voulaient dans cette transaction-là. Je pense que c'est dommage pour les Orioles qui s'affaiblissent, mais je pense que c'était un risque qu'il fallait prendre parce que la relève était tellement mauvaise qu'il fallait essayer quelque chose à ce niveau-là. Les Twins du Minnesota, leur président Fairley qui avait dit j'ai plus de discussions avec des équipes qui achètent que des équipes qui vendent en ce moment parce qu'il n'y Ouais. a pas assez d'équipes qui vendent, fait qu'on essaie de voir s'il y a des besoins, un petit peu comme les Phillies et les Orioles l'ont fait. Donc, c'était un marché comme ça cette année. Denis qui nous mentionne, n'oublions pas les Guardians de Cleveland. Guardians qui, Félix, sans tambour ni trompette, se met de l'américaine en ce moment. Oui, puis j'ai beaucoup aimé leur date limite. Tu l'as dit un peu à l'image de l'équipe. On n'a pas été chercher des gros noms et tout, mais Non? Lane Thomas, qui est un excellent joueur de profondeur, qui peut Ouais. vraiment aider, qui frappe les gauchistes, qui va vraiment aider à Cleveland. Et Alex Cobb, dans un marché où est-ce qu'aller chercher un partant, ça coûtait un bras puis tes 2 jambes. On a été chercher Alex Cobb qui fait bien le travail depuis quelques années, n'a pas lancé cette année parce qu'il revient de blessure, mais tu sais, je pense que c'était quand même un pari intéressant qu'on n'a pas payé très cher. C'est dans le moule des Guardians. On essaie des transactions où est-ce qu'on a l'air de prendre un petit risque, mais on va chercher des bons joueurs sans trop payer, puis on espère que ça fonctionne. J'ai beaucoup aimé ces deux transactions-là. Puis encore en ce moment, on est en train vraiment on mène 10-3 contre les Guardians en ce moment. C'est une sérieuse. Non, les Guardians mènent 10-3 contre les Orioles. Ça a plus d'allure quand je le dis comme ça. C'est une équipe vraiment qui est à prendre au sérieux. Puis on parle beaucoup des Yankees et des Orioles, mais les Guardians sont vraiment aussi à prendre au sérieux dans l'Américain. Mon père qui nous mentionne que les Pirates ont été actifs à la date limite
pas exactement dans les habitudes de la maison, du moins pas dans ce rôle-là. Brian De La Cruz, là, on parlait des Marlins tantôt, on a été pigé dans la cour de Miami. Isaiah Kenner-Falefa, encore retour de qui? Charles McAdoo! Fallait que je l'arrête. Oui. Donc, les pirates qui ont été chercher IKF, ce qui n'était pas exactement sur le radar de personne, je pense, cette Non. transaction-là. On a été chercher de l'aide en relève aussi. Tu sais, on n'a pas vidé complètement le système ferme, là, comme on dit, là, la banque d'espoir pour aller épauler Paul Skeens. Ceci étant dit, on n'a pas vendu, on a acheté. Donc, on s'en va dans la bonne direction du côté des pirates. Puis justement, appelons ça un peu l'effet Paul Skeens, de se dire, ben écoute, ça veut pas dire qu'on va faire les séries, mais en même temps, on ne s'est pas complètement déshabillé non plus. Puis c'est des gars qui vont être là l'an prochain. Donc, on continue de construire pour le futur là, Ouais. du côté de Pittsburgh. La différence, c'est que le futur, c'est de plus en plus maintenant. Ouais. Complètement. Puis, on avait besoin d'aide en offensive. On a Paul Skeens, on a Jared Jones, on a Mitch Keller. On a un bon fondement dans la rotation. Puis, même dans l'enclos, on avait Aroldis Chapman. Quelqu'un il a signé au début de l'année. Il s'est dit, OK, t'es avec les Pirates. Il va se faire échanger à date limite. Mais finalement, les Pirates sont meilleurs qu'on pensait. Fait qu'avec Aroldis Ouais. Chapman, David Bender, ça fait quand même un enclos qui a de l'allure. Mais ça prenait des gars qui pouvaient aider en offensive. Isaiah Kiner-Falefa, Brian De La Cruz, qui sont pas exactement Aaron Judge, mais c'est deux gars qui peuvent contribuer dans un alignement qui sont meilleurs que ce qu'on avait avec les Pirates depuis le début de la saison. Puis des gars qui sont un peu polyvalents aussi, AKF qui peut jouer un peu partout, De La Cruz qui peut jouer un peu partout au champ extérieur. J'aime beaucoup ce qu'on a fait chez les Pirates. Tout indiquait d'être un acheteur prudent chez les Pirates et c'est exactement ce qu'on a été. Sans nécessairement donner toute la banque d'espoir pour des gars que le contrat finit au terme de la saison. On donne des petits prix pour des gars qui vont pouvoir contribuer aussi l'an prochain ou est-ce que peut-être qu'on va être meilleur l'an prochain. J'aime les bases qu'on est en train de jeter à Pittsburgh, puis j'espère que ça va continuer parce qu'on mérite d'avoir de la bonne balle du côté de Pittsburgh. On a un commentaire de Pop ici qui nous mentionne qu'il a déjà mis sa future hypothèque sur Georges Soleil comme MVP de la Série mondiale pour les Braves d'Atlanta. Si l'histoire se répète, Pop, tu auras eu raison et il nous mentionne, vous l'aurez entendu ici en premier parce que tu es clairement le premier à l'avoir dit, Pop. Jean-Michel qui nous mentionne chez les White Sox, vu le départ de Paul DeYoung à l'arrêt-court, est-ce que Colson Montgomery, qui est un des gros espoirs là-bas, va vraiment avoir sa chance malgré sa saison très moyenne avec les Knights de Charlotte dans le 3A? Des commentaires assez difficiles à lire de la direction. Bonne question. Tu sais, ça se peut que les White Sox aient quand même envie de voir ce qu'il y a dans le corps. Mais en même temps, tu sais, c'est un gars qui frappe pour à peu près 200 cette année. Il n'a pas l'air nécessairement d'éclore comme on l'aurait espéré du côté de la direction des White Sox. Je sais pas ce que tu en penses, Félix, mais moi, j'ai l'impression qu'avec les White Sox, que tu sois bon ou pas, si on a envie de t'essayer, ça va tellement mal là-bas que ça pourrait juste être une bouffée d'air frais aussi de se dire, hey, écoute, on va amener un gars ça va peut-être faire plaisir aux partisans jusqu'à un certain point aussi. Donc, même si c'est une saison difficile, Jean-Michel, pas impossible qu'il y ait une audition à un certain point pour se préparer pour le prochain camp d'entraînement. Ouais, je pense qu'on peut être y donner quelques matchs au mois de septembre, voir un peu ce qu'il y a dans le corps. Un peu, on parlait de Jason Dominguez, tantôt les Yankees ont fait un peu la même chose l'an passé. Les White Sox sont vraiment moins bons cette année que les Yankees l'étaient l'an passé. Mais les Yankees, en fin de saison, se sont dit, on a la chance de le faire, on va prendre cette chance-là, on va voir ce que ça va donner. Puis finalement, Dominguez, ça a bien fonctionné jusqu'à temps qu'il se blesse une dizaine de matchs plus tard. Peut-être qu'on prend cette chance-là avec les White Sox parce qu'on cherche littéralement n'importe quoi à Chicago en ce moment. On cherche n'importe quoi qui peut aider l'équipe. Puis je pense que c'est peut-être une bonne façon de savoir qu'est-ce qu'on a en Colson Montgomery parce que c'est l'un des meilleurs espoirs qu'on a dans notre banque. Puis il faut que ce gars-là performe parce qu'on a beaucoup investi dans ce noyau de l'avenir-là. Et Montgomery en est un gros morceau. Mon père qui nous mentionne être déçu de la fiche des Dodgers. Les Dodgers, présentement, en date de jeudi soir, une fiche de 63-46. C'est la deuxième meilleure fiche de la Ligue nationale derrière les Phillies de Philadelphie là, qui ont 2 matchs et demi d'avance. Ceci étant dit, Félix, avec ce qui s'est passé plus tôt cette semaine contre les Padres qui ont eu le numéro de Clayton Kershaw et des Dodgers en général, 4 matchs et demi d'écart seulement. Et les Padres arrivent avec un enclos revu et corrigé qui est assez puissant. Merci, probablement le meilleur enclos du baseball majeur. Peut-être un peu mince dans la rotation, mais tu sais quoi, les Dodgers aussi. Et une attaque qui est quand même très bonne du côté des Padres. Fernando Tatis Jr. qui va éventuellement revenir en plus, prendre sa place dans le champ droit pour amener encore plus de puissance à cet alignement-là. C'est pas fait que les Dodgers gagnent cette division-là. C'est encore probable, mais c'est pas fait. Non, on parle des Padres, puis il y a aussi les Diamondbacks qui ont eu la meilleure fiche des majeurs
au mois de juillet, qui sont aussi à prendre Oui, au sérieux dans cette course-là. On est, je pense, à un demi-match des Padres en arrière, donc à 5 exactement. matchs des Dodgers. Donc, on s'en vient chez les Diamondbacks aussi. Puis les Dodgers, on peut mettre ça un peu sur le dos des blessures. On a eu beaucoup de blessés. Mookie Betts, c'est pas là. La rotation complète allait faire son tour sur la liste des blessés. Puis là, Freddie Freeman qui est absent parce que son fils a des ennuis de santé. D'ailleurs, on souhaite le meilleur au fils de Freddie Freeman. Mais Ouais. tu regardes tout ça, tu te dis il y a des ennuis de santé chez les Dodgers. Est-ce que là, les Padres qui arrivent avec le vent dans les voiles, les Diamondbacks qui ont le vent dans les voiles, est-ce que là, la pression va commencer à arriver sur les épaules des Dodgers qui ont tellement investi? Il y a ça aussi qui me risque. On a investi beaucoup d'argent pour Glasnow, pour Teoscar Hernandez, pour Shohei Ohtani, pour Yamamoto. Mais tu sais, ces gars-là ressentent la pression de performer. Pendant ce temps-là, tu as les Padres, les Diamondbacks, personne ne les attendait là. Ils jouent un peu plus sans pression. Puis eux ont aussi la pression de jouer pour une place parmi les équipes repêchées s'ils ne gagnent pas la division. Donc, c'est sûr que Mhm. ces équipes-là sont à prendre au sérieux. On a acheté dans les deux cas la date limite. J'ai hâte de voir ce que cette division-là nous réserve, mais les Dodgers ne peuvent vraiment pas crier victoire tout de suite parce que ça commence à leur pousser dans le dos pas à peu près en arrière. Félix, ça a été un podcast plus long qu'on le pensait, mais c'est pour la bonne cause. On avait tellement de bonnes questions qui nous ont été posées. C'était la date limite, on avait beaucoup de sujets en banque aussi. Tu as été un excellent frappeur suppléant qui l'a sorti du stade une couple de fois, donc merci beaucoup d'avoir été là avec moi cette semaine. Ben, ça fait plaisir, content d'avoir eu l'invitation et d'avoir José de balle avec vous qui nous écoutez à la maison. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en direct et qui ont commenté tout au long de l'émission là, en direct sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Pour ceux qui veulent nous écouter ailleurs ou qui nous écoutent probablement en ce moment en différé, ben, on peut nous retrouver sur ces mêmes plateformes-là ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez aussi aller faire votre tour sur le passionmlb.com dans la section podcast où on place nos shows à chaque semaine. Et évidemment, tant qu'être sur le Passion MLB, ben, je vous recommande d'aller lire nos textes sur l'actualité du baseball majeur. On est là à tous les jours. Donc, merci d'être là avec nous en si grand nombre pour le podcast. Ça a été encore une fois un plaisir de faire ça cette semaine. Puis nous, ben, on se dit à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine de baseball.